On va parler bien sûr aujourd'hui de Charles Darwin. Charles Darwin, d'abord il occupe le 19e siècle, hein, vous voyez, de 1809 de 1809 pardon, à 1882. Alors on parlait de Grothendieck, peut-être le plus grand mathématicien de tous les temps. Je dis peut-être, mais ses congénères le disent, ses condisciples. Pour Darwin, c'est pareil, c'est peut-être l'un des plus grands scientifiques de tous les temps, comparable à Newton, à Galilée. Alors pour ma part, j'en ferai le plus grand, mais bon, il y a un petit parti pris. Mais certainement, le plus grand scientifique, c'est l'auteur de la fameuse théorie de l'évolution des espèces. Alors, il n'en sera pas trop question aujourd'hui, puisque la conférence porte surtout sur le voyage initiatique de Darwin. Et c'est sa théorie qui explique en gros qui sommes-nous, d'où venons-nous. C'est quand même quelque chose de relativement important, donc il explique la vie sur Darwin. Alors je vais commencer par vous présenter deux livres. Le premier, c'est une bande dessinée de la collection, initiée par le journal Le Monde, avec quand même des spécialistes des bandes dessinées. Le journal Le Monde a initié, c'était avant le Covid, il y a donc 4 ou 5 ans, une collection de bandes dessinées qui s'intéresse à tous les grands personnages du monde. J'en cite quelques-uns: Vercingétorix, Charlemagne, Louis XIV, Jeanne d'Arc, Lénine. Il n'y a pas Poutine encore. Catherine de Médicis, Napoléon, Bonaparte, Jules César, Gengis Khan, Winston Churchill, oui, pas uniquement des Français, mais de par le monde. Et le premier personnage qui fait l'objet de 2 tomes, c'est Darwin. Et ça m'a ravi. Et je suis très vaniteux, et ma vanité a été encore exacerbée quand j'ai lu les références bibliographiques. Et dans les références bibliographiques, il y a des livres de Darwin, que Darwin avait écrit et publié, et il y a aussi cet ouvrage que je vous conseille, d'un auteur que vous avez en face de vous. C'est la biographie de Charles Darwin. Donc, la biographie de Charles Darwin a été utilisée comme référence pour rédiger cette bande dessinée. Voilà. Donc, d'abord, je vais essayer de dire rapidement qui était Darwin, d'où sort Darwin. Darwin, il est à la confluence de 2 grandes familles, les Darwin et les Wedgwood. Et pour comprendre Darwin, il faut commencer par les grands-parents. Alors les grands-parents, Erasmus Darwin, c'est le grand-père paternel bien sûr, c'est un médecin, un grand médecin, médecin du roi. Il est aussi un peu scientifique, mais surtout poète. Il a écrit d'ailleurs notamment un ouvrage qui s'appelle Zoomania, qui traite de l'évolution. On commence déjà avec le grand-père de Darwin à imaginer que les espèces, le vivant peut évoluer. Alors qu'à cette époque-là, on a été fixiste, c'est-à-dire que tout avait été créé une bonne fois pour toutes, en 6 jours, hein, nous le 6e jour, etc., le 7e fait pour se reposer évidemment. Et Josiah Wedgwood, c'est un céramiste, un industriel céramiste, des céramiques, alors peut-être certains connaissent Astoria, ce sont des céramiques relativement connues, d'un certain niveau. Les deux vont devenir amis et les 2 familles vont s'associer. Il va y avoir des mariages entre les Wedgwood et les Darwin. Un Darwin épouse une Wedgwood et un Wedgwood épouse une Darwin, d'accord? Et d'ailleurs, j'anticipe beaucoup, mais bon, je vais au-delà du voyage. Charles Darwin épousera évidemment sa cousine Germaine, et c'est ainsi que son oncle va devenir son beau-père. D'ailleurs, il va s'interroger sur la consanguinité, parce que les Darwin, je suis parti plus loin que le voyage, hein, mais ils auront 10 enfants. Sur les 10 enfants, il va en perdre 3. Une de la tuberculose, Annie, qui sera le drame de sa vie. Bon, on mourrait de la tuberculose à cette époque-là, mais les 2 autres sont nés en bas âge. Et Darwin va s'interroger quand même sur cette question de consanguinité. Et il va demander à l'occasion d'enquêtes sur les populations, de voir s'il y a des mariages, comment se comporte la progéniture des mariages consanguins. Voilà. Donc il s'interrogera. Il faut savoir que les 7 autres sont devenus tous d'éminents spécialistes financiers ou politiques. Donc ils ont tous réussi, sauf ces 2. Donc voilà, les Erasmus Darwin et Josiah Wedgwood, on peut dire qu'ils s'inscrivent un peu dans les Lumières de l'Europe. C'est important parce que les Lumières, le siècle des Lumières,
j'ai le sentiment, la faiblesse de penser que le cœur c'est la France quand même, hein, avec Voltaire, Diderot, Rousseau, etc., etc., mais aussi les lumières européennes, et on verra que en retour, les lumières européennes éclaireront la France. Alors, ces deux personnages sont à l'initiative de la création de sociétés savantes, notamment la Lunatic Society. La Lunatic Society, c'est pas parce que ce sont des lunatiques, c'est parce qu'ils se réunissent le soir de pleine lune, parce que le soir de pleine lune, on y voit mieux que les autres soirs. Il y aura d'éminents personnages qui fréquenteront la Lunatic Society, comme Benjamin Franklin, quand même, hein, qui est le plénipotentiaire américain qui vient chercher de l'aide en Europe. Il y aura Thomas Jefferson, qui sera le 3e président des États-Unis. Il y aura James Watt, qui est l'Écossais qui a donné son nom à l'unité de puissance. Donc, on est quand même dans les sociétés savantes de haut vol. Alors, il faut savoir que dans la bourgeoisie victorienne, les mariages dans la même famille étaient monnaie courante, simplement pour préserver les fortunes, pour pas qu'il y ait dispersion des fortunes, hein, tout simplement. Alors, Charles Darwin va faire des études, et évidemment, comme son père, son grand-père, son oncle, son frère aîné, il va faire des études de médecine à Édimbourg. Pendant 2 ans, il va suivre des études de médecine, mais il s'ennuie terriblement, ça ne l'intéresse pas, en plus de la vue du sang, le perturbe, l'horrifie, etc. Et au bout de 2 ans, il ne sait pas trop quoi faire finalement, et son père commence à s'inquiéter, son père, Robert Darwin, qui est un médecin évidemment, financier médecin, il va lui dire, vous ne vous intéressez qu'à vos chiens et à vos collections. Et effectivement, Darwin est un grand chasseur, des chiens de chasse, il va chasser chez son oncle, à côté de chez lui, hein, là où il rencontrera son épouse plus tard. Et puis il collectionne tout ce qu'il trouve, les coquilles, les cailloux, tout ce qu'il trouve, les insectes. Il ne ramasse que des insectes morts, mais il collectionne. Et donc son père se désespère un peu, puisqu'il ne veut pas devenir médecin. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Et alors, il lui dit, tu pourrais faire des études de théologie, et de façon à rentrer dans les ordres, à devenir pasteur de l'église anglicane. Alors, le grand-père était déiste, le père était sceptique, on dirait aujourd'hui agnostique, hein. Bon, c'est pas trop, c'est pas très gênant, c'est un métier d'être pasteur de l'église anglicane, et ça ravit, ça intéresse beaucoup Darwin, parce que à cette époque-là, quand on fait des études pour devenir, de théologie, on apprend beaucoup les sciences, parce qu'on est dans l'idée de la théologie naturelle, qui consiste à rechercher dans la nature, dans la compréhension de la nature, les preuves de l'existence de Dieu. Vous voyez, un lien entre la science et là, ça l'intéresse parce que il est croyant, Darwin, il est éminemment croyant, il considère que la Bible, ce sont des textes qui ont valeur, qui font profession de foi, et ça l'intéresse parce qu'il va faire des études de naturaliste, en quelque sorte, hein, et ça l'intéresse beaucoup. Il finit ses études relativement... il est bachelor, hein, lui se considère comme un mauvais élève, mais enfin il finit 2e ou 3e, d'une promotion de 300 quand même. Et puis ce qui l'intéresse, c'est de faire un voyage exploratoire. Et son idée, c'est d'aller explorer les îles Canaries. Il commence à prendre des contacts avec un capitaine de navire pour affréter un bateau, il cherche des amis pour partir, et le professeur John Henslow, alors John Henslow, c'est un naturaliste, c'est un pasteur de l'église anglicane, c'est un professeur qui est devenu un ami très proche. Et John Henslow lui fait part qu'un certain capitaine Fitzroy recherche un jeune scientifique érudit qui sache parler, etc., pour l'accompagner dans un voyage exploratoire sur le Beagle qui est en train de se mettre en place. Et c'est ainsi, alors je passe les péripéties, c'est ainsi que Darwin va partir sur ce bateau, mais avant ça, il faut convaincre le père. Le père voit d'un mauvais œil le fait que son fils, qui a que 22 ans à l'époque, alors il a cette tête à peu près, à cette époque-là, voit de mauvais œil que ce fils s'embarque sur un bateau qui tient tout juste l'eau, qu'on appelle le cercueil flottant, parce qu'il a tendance à se retourner quand même, se dit, si on te sollicite à toi, c'est que personne d'autre n'a voulu y aller avant, et puis ça va nuire à ta carrière d'ecclésiastique, etc. Et donc, il se fait aider par Jos Wedgwood. Alors Jos Wedgwood, c'est le même prénom que le précédent, mais tous les Wedgwood s'appellent Jos. Alors il faut savoir, Jos 1, Jos 2, Jos 3, c'est Jos 2, son oncle. Hein. Son oncle qui va convaincre le père de le laisser partir. En fait, le laisser partir, ça veut dire payer le voyage.
Donc Darwin, c'est un passager. C'est un passager qui paie son billet et qui part, qui quitte l'expédition quand il veut. Voilà. Et donc, ce voyage, alors j'appelle ça le voyage initiatique de Darwin. On peut dire aussi c'est le voyage qui a découvert Darwin, qui va révéler Darwin. Darwin dira de ce voyage que c'est l'événement le plus important de sa vie, de scientifique, mais de sa vie tout court. C'est vraiment c'est la raison pour laquelle on parle beaucoup du Beagle et de son voyage. Alors, ce qui va en ramener n'est pas tout à fait la théorie encore, elle se mettra en place plus tard, mais c'est une théorie qui va révolutionner la pensée humaine, qui va révolutionner la place de l'homme dans la nature, hein, bien entendu. Alors, je vais dire juste un mot du Beagle. Alors, vous avez ici une maquette du Beagle, je vais juste dire quelques mots sur cette maquette. C'est une maquette au 1/40e, c'est la plus grande maquette à ma connaissance. Celle qui est un peu plus petite, elle est à 1/5e au Muséum d'Histoire Naturelle. En général, les maquettes de ce type de bateau sont à 1/65e. Hein, voilà. Alors, il existe une maquette à l'échelle 1, à Ushuaia. Ils sont en train de construire une maquette donc à l'échelle 1, mais c'est une maquette, c'est-à-dire qu'elle ne va pas naviguer. Donc, le Beagle est en train d'être reconstruit, mais il faut aller, si vous voulez la voir, à Ushuaia. Alors, juste quelques mots sur cette maquette, mais très rapidement. Mais en fait, cette maquette, c'est la base d'un jeu quiz, qu'on présente à des élèves de 4e, 3e, voilà, de manière, hein, il faut faire le tour du bateau, aller chercher des indices, et en répondant aux questions, grâce à des fiches, des cartes, on rentre un peu, de façon ludique, dans l'histoire de Darwin, et puis finalement on arrive à sa théorie, sans qu'on s'en rende compte, sa théorie qui est relativement complexe. J'ai quelques, alors il n'en reste plus d'ailleurs, il n'en reste que 3, donc j'ai quelques exemplaires gratuitement mis à votre disposition si vous souhaitez le prendre. Vous aurez le voyage alors encore plus rapide que celui qu'on va faire. Ce que je vous propose, c'est d'embarquer sur le Beagle. Alors, je ne sais pas combien on est, ils étaient 75 sur le Beagle, hein, donc peut-être qu'on laissera quelques personnes à bord sur les rives d'Ardens, et de faire le voyage de Darwin en quelques minutes, donc, voilà, moins d'une heure certainement. Alors, juste quelques éléments sur cette maquette. Elle a quelques particularités que les autres maquettes n'ont pas. D'abord, elle est démontable pour être transportable, enfin tous les gréements sont démontables. Elle est éclairée, ça vous le voyez. Elle est fabriquée uniquement avec des matériaux de récupération. Il n'y a rien qui a été acheté. Même les chaînes sont faites avec du fil de fer. C'est vraiment vous verrez, il y a des cure-dents, hein, par exemple, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est une maquette qui est faite entièrement à la main. Et il y a 25 ou 26, je ne sais plus maintenant, personnages dessus que l'on reconnaît. On ne reconnaît pas par les visages, bien entendu, mais on reconnaît par ce qu'ils font, là où ils sont, la façon dont ils sont affublés, etc., etc. Ça fait partie du jeu, il faut reconnaître les personnages, etc., etc. Il y a Darwin. Alors Darwin, il faut savoir que Darwin, il va occuper la cabine ici, là, juste pour ceux qui veulent faire une visite du bateau après, vous pourrez vous approcher, je vous expliquerai en détail un peu le bateau de plus près. Il faut savoir que Darwin va occuper la cabine des cartes, va dormir dans un hamac, et c'est la cabine où se réunissent les officiers pour tracer les routes maritimes. Alors, dans la réalité, c'est un bateau qui mesure 27 mètres de long, c'est pas très long, c'est pas 20 sur 7 mètres de large, et ils sont 75 sur ce bateau. En gros, parce qu'il y a des parts, des arrivées, des gens qui disparaissent. Il y a 70 hommes d'équipage et 5 passagers. Parmi ces 5 passagers, il y a Darwin. Je vous parlerai des 4 autres passagers par la suite. Alors, Fitzroy, alors d'abord, quelle est la mission du Beagle ? Le Beagle a pour mission d'aller explorer les côtes du Brésil et de l'Amérique du Sud, de l'Argentine, la Terre de Feu et le Chili. Bon, il faut savoir que c'est une période où les guerres napoléoniennes sont terminées, donc les mers sont libres, les bateaux de guerre, bon, on n'a plus à les utiliser pour des questions guerrières, donc les bateaux sont utilisés pour faire de l'exploration, et les Anglais, enfin les Royaumes-Unis, vont utiliser ces bateaux pour explorer
les terres justement sur lesquelles ils n'ont pas trop d'attache, encore qu'il y a déjà des Anglais en Amérique du Sud, et pour essayer de cartographier les côtes pour la navigabilité, où est-ce qu'on peut s'arrimer, enfin, s'amarrer, pardon. Et voilà, donc ça c'est le travail de Fitzroy. Alors il faut savoir que c'est le deuxième voyage du Beagle, et c'est le deuxième voyage de Fitzroy. Fitzroy, je crois qu'il doit être là, voilà. Fitzroy, il a 26 ans lors de ce deuxième voyage. Je reviens au premier voyage. Donc le premier voyage, c'était la même mission, hein, c'était tracer des cartes pour améliorer la navigation dans ces terres autour de l'Amérique du Sud. Et comment dire, Fitzroy était second, donc premier lieutenant. Hein. Et le problème, c'est que le capitaine s'est suicidé. Alors ça arrivait, pas fréquemment, mais ça arrivait que les capitaines se suicident sur ces bateaux parce que les capitaines étaient les seuls maîtres à bord. Ils n'avaient pas de contact avec les sous-officiers ou les hommes ou les marins, hein, ils ne se mélangeaient pas, et donc ils étaient seuls. Et le capitaine avait quand même une tendance dépressive. Et donc il avait un peu la trouille de suivre la même destinée que le capitaine, d'autant qu'un de ses oncles s'était suicidé. Il avait été ministre de la Marine et s'était suicidé. Donc le capitaine avait peur. Il avait peur de faire une dépression et d'arriver jusqu'au suicide. Donc en fait, il recherche un nombre de compagnies. C'est tout ce que veut Fitzroy. Il veut quelqu'un qui soit assez fortuné pour payer le voyage et qui ait de l'instruction pour pouvoir échanger, etc. Donc Fitzroy a besoin de ce personnage, de l'homme de cette nature, et c'est Henslow, comme je vous disais tout à l'heure, qui va brancher Darwin sur cette opération. Alors, Fitzroy, donc, qui revient du premier voyage, le deuxième voyage consiste à continuer de cartographier. Hein, c'est la suite du premier voyage. Alors juste techniquement, ce que fait Fitzroy, alors c'est un brigantin. Un brigantin, normalement, il n'y a que deux mâts. Mais Fitzroy est un très bon navigateur. Il modifie le bateau en ajoutant un mât d'artimon et en déplaçant le grand mât. Et donc il en fait un trois mâts, de façon à augmenter la navigabilité, notamment dans les canaux de la Terre de Feu. Alors c'est plus complexe à manipuler un bateau à trois mâts est plus complexe qu'un deux mâts, mais ça va permettre quand même de mieux naviguer dans les canaux. D'accord ? Pardon ? Il a duré combien de temps le premier voyage ? Oh, il a dû durer 2 ans, quelque chose comme ça. Et ce deuxième voyage était prévu pour durer 2 ans et demi à peu près. Et malheureusement, il va durer 5 ans. Hein, ça, on va le voir. Alors ça, c'est la mission principale du Beagle. Mais il y a une autre mission à laquelle tient absolument le capitaine Fitzroy. Lors du premier voyage, une tribu de Fuégiens a dérobé une pirogue. Et en signe de représailles, Fitzroy et ses acolytes ont capturé des Fuégiens, les ont pris en otage. 2 Fuégiens de nage mûr et une jeune Fuégienne. Et ensuite, dans une autre tribu, ils achètent un 4e Fuégien, un jeune homme. Donc, ils embarquent ces 4 Fuégiens en Angleterre. Alors, l'objectif, c'est de les civiliser et également de les christianiser. Hein, Fitzroy, c'est un chrétien convaincu, il est particulièrement dévot, et l'idée de Fitzroy, c'est de les christianiser et ensuite de les civiliser, les christianiser, de les ramener en Terre de Feu, de façon qu'à leur tour, ils opèrent une opération de civilisation, de christianisation, tout ça pour que les Anglais naviguant dans ces terres-là aient des points de repère dans lesquels on aura des amis qui comprennent l'anglais, etc. Et peut-être qu'on pourra ouvrir des comptoirs qui vont concurrencer les hispaniques. De l'Amérique du Sud, c'est plutôt les hispaniques. Alors, un des 2 hommes mûrs meurt en Angleterre de la petite vérole. Il reste les 3 qui ont été christianisés. Donc, si on les christianise, il faut les baptiser. Et on va les baptiser. Alors, Fuégia Basket et les Fuégiennes, ce sera Fuégia. Elle aime les baskets. Alors, les baskets, c'est les paniers en osier. Hein. Elle aime les paniers. Et donc, ce sera Fuégia Basket. Vous la trouverez sur le Beagle, elle est facile à reconnaître, hein, c'est une Fuégienne avec un panier, donc on trouve facilement. Avec une femme, bon, il n'y avait jamais de femme sur les bateaux, hein, bien entendu. York Minster, parce que on l'a trouvé à côté d'un sommet qui ressemblait à la cathédrale de York. Minster, c'est cathédrale, et
dans New York. Et le dernier, alors pris dans une autre tribu, mais lui, il n'a pas été pris en otage, il a été acheté. Il a été acheté pour des boutons de nacre. Et donc ce sera Jimmy Button. Bon, voilà. C'est ce qu'on raconte, hein, voilà. Alors, le départ, alors, oui, juste, intermède, publicitaire. Alors ça, j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps, les publicités des verres Zeiss. Zeiss, c'est ça? Zeiss. Alors j'ai trouvé ça rigolo parce qu'on fait appel à Darwin pour faire de la publicité aujourd'hui. Alors, en fait, il faut savoir quand même que ça marche. Ah non, c'est là. Voilà. L'optique Zeiss était utilisée dans ce microscope. C'était un microscope de Banks. C'était le microscope à l'époque que Darwin va acheter pour le voyage. On a conseillé à Darwin avant de partir d'acheter un microscope, d'acheter un sextant de poche, d'acheter aussi une boussole, ou plutôt un baromètre, 2 pistolets, parce qu'il va aller s'aventurer dans des contrées particulièrement inhospitalières, et puis il va partir avec son fusil de chasse, car Darwin est un excellent chasseur. Tout ce matériel, vous le trouverez, ça marche, non? Ah, c'est sur l'écran, pardon. Donc vous le trouverez devant le Beagle. Tout ça. Je ne sais pas si je vous l'ai dit que j'étais l'auteur de la maquette. Voilà. Donc c'est fait, c'est tout. Je ne l'ai pas dit, bon, alors je l'ai dit, parce que certains croient que c'est acheté, non, je ne l'ai pas acheté, je l'ai fabriqué. Voilà. Je voulais un Beagle, j'en ai commandé un, et celui que j'ai reçu ne me plaisait pas, donc je vais me fabriquer le mien. Voilà. Madame? Le Beagle? Ah, c'est le Beagle, oui, oui, oui. Ah non, le Beagle, c'est le nom du chien. Et le chien, il est à la proue. Oui, c'est un Beagle, le Beagle, c'est le chien, c'est clair. Alors, voilà. On embarque donc... oui, on va continuer, c'est ça. Hein. Alors, on embarque de Plymouth le 27 décembre 1831. Alors, l'embarquement est différé pendant 1 mois et demi à 2 mois pour des raisons de mauvais temps. À un moment donné, le Beagle s'ensable. Enfin, il se passe un tas de trucs. Puis le Beagle finit par partir. Et la première étape, normalement, c'est les Canaries. Hein, les Canaries, je vous avais dit tout à l'heure que Darwin envisageait vraiment un voyage aux Canaries et il tenait absolument à s'arrêter aux Canaries. Problème, c'est qu'il y a une épidémie de peste, et puis s'ils s'arrêtent aux Canaries, c'est la quarantaine, ils vont perdre 40 jours, donc Fitzroy décide de tracer, ils vont s'arrêter, la première grande étape, c'est le Cap-Vert. Au Cap-Vert, Darwin va explorer les îles. Alors, il faut savoir quand même que Darwin sera très peu sur le bateau, pendant tout le temps du voyage autour du monde. Sur les 1500 nuits que compte le voyage, il ne va passer que 500 nuits sur le bateau. C'est dire qu'il passe 2 fois plus de temps à terre, à faire des expéditions, à rechercher des espèces, etc., à collecter, que sur le bateau. Hein. Mais le bateau, c'est ce qu'on retient, parce que c'est le bateau qui lui permet de faire ce tour du monde. Peut-être je le dirai plus tard, mais je le dis maintenant, Madame disait tout à l'heure combien de temps ça a duré. Alors, au départ, Fitzroy avait envisagé un voyage de 2 ans et demi. En fait, le voyage va durer presque 5 ans. D'accord? Alors, au Cap-Vert, c'est intéressant parce qu'il va commencer à faire des premières vérifications des thèses géologiques de Charles Lyell. Juste un mot sur Charles Lyell. Charles Lyell, c'est un géologue. C'est l'un des premiers scientifiques géologues qui va démontrer que la Terre bouge, que la Terre n'a pas toujours été ce qu'elle est et qu'elle continue à évoluer, qu'il a une activité volcanique, qu'elle se refroidit. Il sera, si vous voulez, en gros à l'origine de la théorie des plaques tectoniques, des montagnes qui se soulèvent, etc. etc. On n'avait pas ça dans cette époque-là. On considérait que la Terre avait été créée une bonne fois pour toutes. Donc, Lyell, c'est le premier à émettre des thèses évolutionnistes, non pas sur le vivant, mais sur la Terre. L'Église accepte. Elle acceptera moins quand ce sera la question du vivant avec Darwin. Mais pour Lyell, il accepte. Alors, Charles Darwin ne connaît pas Charles Lyell, mais Fitzroy lui offre le premier tome. Henslow, le professeur dont je vous ai parlé, lui offre le 2e tome. Il recevra le 3e tome au cours de son voyage. Et il va pouvoir explorer le Cap-Vert et
vérifier effectivement la véracité des thèses de Charles Lyell. Juste sur Charles Lyell, ça va devenir l'un de ses plus proches amis. Hein, celui qu'il vénérait en quelque sorte, comme un scientifique au-dessus de sa portée, va devenir l'un de ses plus fidèles amis et collaborateurs. Alors, après le Cap-Vert, alors je me trompe là, voilà. Après le Cap-Vert, c'est le Brésil. Alors en passant par le Sando de Ferdinando de Noronha, on fait des pauses, il faut faire de l'eau douce, et il faut faire des provisions, etc. Donc le bateau est obligé, chaque fois qu'il le peut, de faire des pauses. Et le Beagle va séjourner longtemps, va explorer toutes les côtes du Brésil pour toujours dresser les cartes. Et pendant ce temps, Darwin, lui, va partir en expédition dans le Brésil. Il va en ramener une impression formidable, c'est la forêt amazonienne qui est luxuriante, il n'avait jamais vu ça. Et plus tard, quand on lui posera quelles sont les plus grandes beautés du monde, il y aura toujours deux mots, la forêt amazonienne et les ânes, quand il sera de l'autre côté. Mais le problème aussi, c'est qu'il fait la découverte de l'esclavage. Et là, il est témoin de scènes qui vont l'horrifier, de maltraitance des esclaves. Enfin, je vais passer sur tous les détails, mais de toute sa vie, il fera des cauchemars de tout ce qu'il a pu entendre, voir, les gémissements, etc. etc. Il est horrifié. Alors je vais dire juste peut-être un mot sur l'esclavage, parce que la question de l'esclavage est source de disputes fréquentes entre lui et Fitzroy. Il faut savoir que Fitzroy, c'est un touriste, un conservateur, plutôt pro-esclavagiste, alors que les Darwin sont des whites, des libéraux, anti-esclavagistes. Pour aller plus loin, les deux grands-pères, Erasmus Darwin et Josiah Wedgwood, qui avaient fondé des sociétés savantes, ils sont aussi membres fondateurs de l'Anti-Slavery Society, hein, de la Société des Amis des Noirs, donc anti-esclavagiste, et le céramiste Wedgwood, c'est lui qui va créer fameuse médaille, enfin une médaille sur laquelle il est écrit I am not a brother, a man and a brother. Ne suis-je pas un homme et un frère, avec un esclave qui libère ses chaînes. Cette société est créée en 1787. En 1788, en France, est créée la Société des Amis des Noirs, avec des gens comme Mirabeau, comme Condorcet, et qui reprennent à leur compte cette médaille, en traduisant ne suis-je pas un homme et un frère. Vous voyez, c'est le retour des Lumières européennes sur la France. Alors juste peut-être un mot sur l'esclavage. Il faut savoir, quand il est au Brésil, il est dans le dernier pays chrétien à abolir l'esclavage, qui ne sera aboli qu'en 1865. En France, l'esclavage a été aboli en 1792 et puis 94. Il a été rétabli par Bonaparte en 1802. Et il sera finalement aboli définitivement, notamment par Schœlcher. Je pense qu'on devrait penser aussi plutôt à Arago que Schœlcher, parce que Schœlcher il est sous-secrétaire d'État et le ministre c'est Arago, qui est un catalan de chez nous, d'Estagène, si vous le savez, donc autant lui rendre hommage. C'est Arago le ministre de l'Outre-mer à cette époque-là. Et Schœlcher agit sous les ordres d'Arago, mais c'est Schœlcher qu'on a retenu dans l'histoire de l'abolitionniste de l'esclavage, c'est 1848. Vous voyez, et Darwin, ils reviendront à la fin du voyage, ils repasseront par le Brésil, et quand ils quittent le Brésil, ils diront je suis heureux enfin, je ne veux plus remettre dans un pays à esclaves, quoi, hein. Il est vraiment anti-esclavagiste, Darwin. Alors, la route se poursuit, voilà. Donc, ouais, bon, voilà. On descend ensuite en Uruguay, à Montevideo. À Montevideo, alors je vais passer très vite, Darwin va faire la rencontre des gauchos. Les gauchos, c'est un peu les cow-boys du Sud, hein. Sont des éleveurs, ils fument le cigare, des cigarillos, et ils apprécient beaucoup Darwin. Il appelle Carlos el Naturalista. Je ne sais pas trop ce que veut dire un naturaliste, mais c'est Carlos el Naturalista. Et Darwin est un très bon cavalier, hein, c'est un très bon cavalier, c'est un chasseur, il est apprécié des gauchos et il va les fréquenter. D'ailleurs, il va les utiliser, on le verra plus tard,
dans ses expéditions pour en gros un service de protection, quoi. Et il partira toujours avec 3-4 rochos qui vont l'accompagner, lui assurer la sécurité. Alors là, il commence à faire des découvertes. Notamment, il fait la découverte d'un fossile du Toxodon. C'est le Toxodon, je ne vais pas me tromper, oui, Toxodon, qui est un peu l'ancêtre de l'hippopotame, qui est plus gros que l'hippopotame actuel. Il trouvera aussi des vestiges de mammouth, etc. Donc, il commence à faire des collections. Alors, ce qu'il va faire, il le fera pendant tout le voyage, je le dis maintenant, c'est qu'il va mettre ses collections, toutes ses découvertes dans des grandes caisses, qui encombrent le pont. D'ailleurs, les sous-officiers commencent à avoir marre, ils ont envie de jeter tout ça par-dessus bon. Ça encombre, c'est des saletés, ça sent pas très bon quelquefois. Alors, il naturalise les espèces qu'il a tuées, et tout ça c'est expédié en Angleterre. Chaque fois qu'il arrive dans un port où un bateau est en partance pour le Royaume-Uni, il expédie ses caisses. C'est le papa qui paye, parce que les caisses, les expéditions coûtent cher. Et Henslow, c'est son agent de publicité en quelque sorte. Henslow, quand il reçoit ses caisses, il va devant la Royal Society, devant les sociétés savantes, et il montre ce que va découvrir Darwin pendant son périple, avec les lettres qui accompagnent. Alors tout ça, ça fait des allers-retours, c'est 3, 4 ou 5 mois, et c'est un peu plus lent que l'Internet d'aujourd'hui. Mais on se rend compte que Darwin va avoir une notoriété chez les scientifiques bien avant qu'il ait terminé son voyage. D'accord ? Il est connu du monde scientifique. Voilà. Et alors, je reviendrai sur ces découvertes. Et puis, ce qu'a envie de faire, surtout Fitzroy, c'est vite aller en terre de feu, ramener les Fuégiens. Ça, il a promis de les ramener, et il va vite filer pour ramener les Fuégiens. Il ne trouve pas tout à fait la même tribu. C'est très compliqué parce qu'ils se déplacent. Les Fuégiens sont des nomades. J'explique pourquoi. Et l'idée, c'est quand même de les christianiser. Donc, ils ont embarqué un jeune évangéliste, évangélisateur, Matthews, qui va s'installer avec les Fuégiens pour essayer de les évangéliser. Alors, pour Darwin, c'est un choc terrible. C'est le choc des civilisations parce qu'il va voir les Fuégiens dans leur état naturel, quoi. Alors là, on a l'impression qu'ils sont dans des huttes, c'est tout juste, si on peut appeler ça une hutte. Non, enfin, la plupart du temps, ils sont habillés de peau de guanaco. Le guanaco, c'est une sorte de lama. Ceux qui sont plus au sud, c'est des peaux de phoque, quoi. C'est encore... ça va gratter, bon, voilà. Et donc, ils vivent dans des conditions, Darwin a à peine à comprendre, mais quelle est leur dose de bonheur? Ils se posent, mais qu'est-ce qui les motive? Quel est leur projet? Pour eux, c'est quoi le bonheur, quoi? Ils s'interrogent beaucoup, quoi, il est confronté, mais il faut savoir qu'on est dans une époque où on cherche le chaînon manquant. On cherche le chaînon manquant, je ne sais pas si vous savez, vous avez entendu parler, entre l'animal, le chimpanzé en gros, et l'homme. Et donc on cherche le chaînon manquant. Et beaucoup de scientifiques pensent l'avoir trouvé. Ce sont les pygmées qu'on ramène et qu'on exhibe dans les foires à Paris, Berlin, Londres. Et Darwin, ça ne lui convient pas, parce que des Fuégiens, il en a connu. Les premiers qu'il a connus, ils étaient civilisés. C'est Fuégia Basket, c'est York Minster et c'est Jamie Bouton. Et il se rend compte qu'ils ont les mêmes capacités cognitives que lui. Ils ont les mêmes traits de caractère, ils peuvent rire ou se mettre en colère. Et puis Jimmy Bouton, il est très coquet, il se fait couper les cheveux régulièrement, il a des gants toujours blancs, ses bottes sont cirées. Vous voyez, et là, il voit dans leur situation primitive. Et donc pour lui, dans son esprit, va germer l'idée qu'il n'y a qu'une seule espèce humaine. Alors qu'à l'époque, on pense que les espèces humaines sont diverses, qui vont nourrir le concept de racisme. Et donc quand on me dit Darwin est raciste, je dis non, c'est pas possible, vous ne connaissez pas Darwin. Enfin, on aura l'occasion certainement d'y revenir. Alors, Darwin est indigné parce que par le sort qui est fait aux femmes, aux Fuégiennes. Je vous ai dit, c'est des tribus nomades qui ne vivent qu'en bordure du rivage. Ils se nourrissent essentiellement de fruits de mer. Mais il faut plonger pour aller les chercher.
Et l'eau n'est pas aussi chaude que nos piscines d'ici, hein, vous imaginez, et c'est les femmes qui s'y collent, été comme hiver, d'accord? Et aujourd'hui, alors, quand on a un tas de coquilles, hein, de fruits de mer, on sait que les fuégènes ont séjourné, mais quand ils ont épuisé le coin, ben, ils changent. Et j'ai un ami qui est allé en terre de feu et qui a découvert un de ces tas, alors, je ne sais pas si c'est le tas qui date de l'époque, et qui m'a ramené une patelle, c'est le fruit de mer que dégustait Fueja Basket. Alors je ne sais pas si c'est celui qu'elle a mangé, mais voilà, c'est un truc comme ça. Alors pour moi c'est un trésor, hein, cette patelle, voilà. Bon, c'est rien de particulier. Hein. Voilà. Alors, les Fuégiens vont être... il y aura un génocide de Fuégiens. Il y aura même, dans les années suivantes, des safaris humains qui vont être organisés par des ingénieurs, notamment un certain Julius Popper, qui est un ingénieur roumain, mais d'autres vont organiser des safaris humains, carrément. On pense que le dernier Fuégien de souche est mort il y a 20 ou 30 ans. Les Fuégiens n'existent plus, ont été éradiqués de la Terre. D'accord ? Alors, on continue le voyage et on va remonter... on est en terre de feu, oui, on remonte en passant par les îles Falkland, ils vont rester 3 semaines à peu près, et puis ils vont revenir sur Buenos Aires. Là, ils vont séjourner assez longtemps. Le Beagle, lui, va continuer à faire ses mesures pendant que Darwin va explorer, il va remonter le Santa Fe. Il va se retrouver en pleine guerre indienne. Il faut savoir, on ne le sait pas trop, mais il y a une symétrie entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. En Amérique du Nord, c'est le Far West, c'est les cow-boys qui chassent les Indiens toujours plus vers l'ouest. Et bien, en Amérique du Sud, notamment en Argentine, mais également en Patagonie, les Hispaniques font exactement la même chose. Ils chassent les Indiens pour leur piquer leur terre, bien évidemment. Et il y a un certain général, le général de Rosas, qui s'y emploie. Alors il n'est pas noble, hein, mais enfin, il se décrète général, et c'est lui qui va utiliser d'ailleurs des tribus les unes contre les autres, et les chasser, les acculer contre la cordillère et essayer de les exterminer. Et Darwin se retrouve en pleine guerre indienne, hein, donc quand il se déplace, c'est justement là que les Gauchos vont l'aider. Il a toujours ses colts chargés. Vous voyez, c'est quand même une grande aventure qu'on a peine à imaginer quand on voit le Darwin qu'on voit habituellement, hein, sur les reprographies. Hein, voilà. Alors, alors ça c'est la guerre indienne. Alors là, je vais revenir, je viens sur les espèces. Je vous ai parlé des guanacos. Il va se rendre compte que les guanacos qu'on retrouve plutôt au sud, je vous ai dit que les peaux étaient utilisées par les Fuégiens, qui ressemblent beaucoup aux lamas qu'on retrouve plutôt au nord de l'Amérique du Sud. Alors là, il va commencer à s'interroger. Comment se fait-il que ces deux espèces se ressemblent et en même temps se distinguent, sont dissemblables? Ça va commencer à germer dans son esprit, à se poser des questions. De même, il va découvrir un nandou, d'ailleurs, ils sont en train de le consommer en pensant que c'est une autruche juvénile, une petite autruche, et puis il se rend compte que non, c'est pas une autruche, c'est un animal qui ressemble à l'autruche, mais c'est pas une autruche. Alors il a le temps d'arrêter, de reprendre les os, les plumes, et de l'envoyer tout ça au musée de Londres. C'est le premier, alors ce nandou s'appellera nandou darwini, c'est-à-dire que Darwin, enfin c'est pas lui, mais on donnera le nom de Darwin à cette espèce. Pour lui, c'est encore une question extrêmement importante pour lui. Comment se fait-il que ces deux espèces se ressemblent et sont quand même différentes, quoi, hein. C'est toujours, et germe l'idée de parenté commune, peut-être. D'ailleurs, il va découvrir un mégathérium qui a à peu près la taille, on va dire, d'un petit éléphant, et qui serait l'ancêtre du paresseux. Pareil, vous voyez, on a là des espèces dans l'espace ou dans le temps qui diffèrent et pourtant qui ont des choses en commun, quoi, hein. Voilà, ça va être la grande question qui vont. Ah oui, alors on peut dire, ils rencontrent aussi les géants patagons, un petit mot sur les... Alors ils sont plus petits que ça dans la réalité, hein, là on les a un peu exagérés. En Patagonie, les patagons sont des géants, mesurent en gros 1,80 m, quoi, hein.
ils sont à peu près tous plus grands que le plus grand des navigateurs du Beagle. Mais il faut savoir que Darwin, il est grand, il mesure 1,83 m, ce qui est grand pour l'époque. Hein, donc les Patagons sont aussi grands que lui, alors que lui c'est le plus grand de l'équipage. Voilà, alors j'ai toujours quand même un anti-sèche. Hein, voilà, alors on va accélérer un peu. On est donc à Buenos Aires, alors on fait des allers-retours, il y a plein d'expéditions, je vais passer. Et là, le capitaine Fitzroy décide, c'est le moment de changer d'océan, de passer du Pacifique à l'Atlantique en passant par le Cap Horn. Pendant 21 jours, ils vont essayer de forcer de passer au Cap Horn, ils n'y parviennent pas, il est obligé de faire demi-tour, et ils vont passer par le détroit de Magellan, hein. Là, ici à peu près, le détroit de Magellan, puis la Madeleine, et ils vont remonter sur les côtes du Chili, et pareil, alors je ne vais pas tout raconter, parce que ça prendrait des heures et des heures, et puis ça n'a pas trop d'intérêt finalement. Ils vont visiter les îles Okonos, l'archipel des Konoe, Chiloé, etc. Ils vont faire pas mal de visites, ils vont même assister à un tremblement de terre à Concepción. Mais ce qui est intéressant, c'est que Darwin va faire des expéditions dans les Andes. Il va faire des expéditions dans les Andes, plusieurs expéditions. Et dans l'une d'entre elles, il va même passer les Andes et aller du côté de Mendoza. Mendoza, c'est une région il retourne en Argentine, hein, luxuriante. Aujourd'hui, c'est connu pour les vignobles. Le vignoble de Mendoza est très connu. Il arrive une mésaventure. Il est piqué par des punaises géantes qui sont porteurs de la maladie de Chagas. Et à partir de là, à peu près, Darwin sera malade toute sa vie. Et toute sa vie, on va chercher les causes de cette maladie. J'aurai l'occasion d'y revenir. D'ailleurs, il va tomber malade, Darwin, il sera alité chez... Alors, il retrouve beaucoup de correspondants anglais. Les Anglais sont très présents, hein, moins que les Espagnols, mais très présents. Et il va séjourner chez un Anglais, il va être alité pendant une quinzaine de jours, et le capitaine Fitzroy va arrêter le voyage et va attendre que Darwin se rétablisse pour pouvoir continuer. Même s'ils se disputent, il y a quand même une certaine forme d'amitié. Et puis finalement, ce que craignait Fitzroy finit par arriver. Fitzroy craignait de tomber en dépression. Fitzroy tombe en dépression. Il est obligé d'abandonner le commandement. Oh là, Darwin, quand il voit ça, il se dit non, je vais arrêter. Il a l'intention de repasser les Andes, d'aller sur Buenos Aires et de revenir en Angleterre. Finalement, Fitzroy se rétablit et le voyage va pouvoir continuer. Alors, je dois dire quand même que il va visiter des mines tenues par des Anglais, où les jeunes Indiens sont traités quasiment comme des esclaves. Hein, et là, il va être indigné par les conditions de travail et de rémunération de ces pauvres jeunes Indiens pour lesquels les trous de mine sont de véritables tombeaux, quoi. Et toute sa vie, il va s'engager avec une de ses sœurs aînées, d'ailleurs, contre le travail des enfants. Donc c'est un humanisme qui est très important. Je ne sais pas si ça tire ses sources de là, mais quand même. Alors, il lui arrive aussi... il apprend une très mauvaise nouvelle. Vous connaissez l'histoire de Marius et Fanny de Pagnol. Hein, Marius qui est profondément amoureux de Fanny, mais le voyage est plus fort que Fanny. Hein, et puis il part en pensant que Fanny va l'attendre, mais Fanny ne l'attend pas pour des raisons qu'on sait. Eh bien, il arrive exactement à la même mésaventure à Darwin. Darwin, il a sa petite copine qui habite à côté de chez lui, qui s'appelle Fanny Owens. Alors c'est la même Fanny, c'est pas la même Fanny, mais et je trouvais que ça avait du... Et il part pour 2 ans et demi, puis le voyage pour lui est plus fort que le petit amour, la petite amourette avec Fanny. Ils sont amoureux, mais comme des jeunes, hein, il a 21 ans, Darwin, hein, voilà. Et puis, 2 ans et demi, c'est pas long, elle va m'attendre. Sauf que le voyage a duré, et il reçoit une lettre de sa sœur, l'informant que Fanny, elle a convolé avec un voisin, et que oubliait Darwin. Et Darwin ne fait pas une dépression, mais il est d'une tristesse absolue. Heureusement, le voyage reprend, l'aventure reprend, et Fanny est oubliée. Mais ça a été un moment qu'il raconte dans son autobiographie. Alors,
Il fera des séjours aussi. Alors ça c'est le voyage. Alors ça c'est le truc des Indes, ce sont des illustrations justement dans les livres de Darwin. Hein. Alors ce qu'il faut savoir, je vais reprendre là, voilà, il va séjourner aussi du côté du désert d'Atacama. Je ne l'ai pas trop marqué sur la carte. Il faut s'arrêter de la part de Atacama, c'est ici. Je ne l'ai pas marqué, mais j'aurais dû le marquer. Atacama, c'est le désert le plus aride de la planète. Hein. C'est équivalent à Mars. Et d'ailleurs, la NASA expérimente les rovers dans le désert d'Atacama. Et Darwin, à cette époque-là, il est d'une corpulence, je vous l'ai dit, il mesure 1,83 m, il est très athlétique, il est robuste. Hein, le froid ne lui fait pas peur, ni la soif, etc. Donc c'est quand même une aventure, il vit une aventure assez extraordinaire. Et puis, on part vers les Galapagos. Alors, les Galapagos, c'est quand même l'étape la plus connue. Quand on parle Darwin-Beagle, c'est toujours les Galapagos. Alors, c'est un archipel volcanique, c'est-à-dire que les îles sont relativement proches, mais pas trop quand même, mais surtout, les profondeurs entre les îles sont de l'ordre de 3-4 000 mètres, puisque ce sont des îles volcanique. Et là, il va observer, alors il fait beaucoup d'observations, moi je n'ai retenu que 3, qui sont les plus symboliques en quelque sorte. D'abord les fameuses iguanes, hein, ça y est, voilà. Alors, les iguanes des Galapagos, il va se rendre compte qu'il y a 2 types d'iguanes, les marins et les terrestres, pareils, qui se ressemblent beaucoup, mais quand même qui diffèrent par les habitudes de vie, par la couleur, par la forme de certains membres. Voilà. Ça va quand même l'interroger. Ensuite, il y aura les fameuses tortues, les tortues géantes des Galapagos. Alors, je crois qu'elles sont préservées. Quand on va aux Galapagos, on a des chances de voir. D'ailleurs, on peut se promener dessus parce qu'elles portent une personne sans problème. Et là, il va se rendre compte que les tortues... Vous m'entendez là ? Oui, bon, je ne m'entends pas, mais je sais ce que je dis pour le moment. Les tortues sont différentes d'une île sur l'autre. Elles diffèrent, le bec diffère, le cou diffère. Les tortues des Galapagos. Alors, pour dire que la théorie est loin d'être dans son esprit, il ne prend même pas la peine de noter les îles sur lesquelles les tortues, il va ramener 3 petites tortues, 3 tortues comme ça, qui ont 4 ou 5 ans, on passe à l'époque. Il ne va même pas noter l'origine des tortues, donc il n'a pas encore intégré cette notion d'évolution, de sélection naturelle, puisque c'est le nom de sa théorie. Et d'ailleurs, plus tard, il écrira au gouverneur des Galapagos de lui rappeler le nom des îles sur lesquelles ont été préservées les tortues. En fait, il part sur le Beagle, il a 3 petites tortues, sauf que ces tortues, c'est des tortues géantes. Et quand il arrive quelques années après à Londres, il se retrouve avec des tortues immenses, alors il en fait cadeau au zoo de Londres. On connaît la destinée de l'une d'entre elles. Alors, est-ce que c'est une légende, est-ce que c'est la réalité? C'est une tortue mâle qui s'appelle Harry. C'est pas un prince, hein. Et quand elle a 80 ans, le zoo de Londres décide de l'offrir à un zoo d'Australie. Et là, on fait une expertise, et on se rend compte que c'est pas un mâle, c'est une femelle. Donc, changement de sexe, sans opération, elle devient Harriet, pardon. Harry devient Harriet. Cette tortue est morte il n'y a pas longtemps. Elle a vécu 175 ans, alors les tests génétiques ont tendance à le prouver, et on pense que c'est la doyenne du monde vivant, connue du monde vivant. D'accord ? Ce serait la tortue ramenée. Bon, je pense qu'il y a plus de légendes que de véracité dans cette histoire. Et enfin, ce sont les pinsons, les fameux pinsons. Il va ramener 13 espèces de pinsons. Je dis espèces de pinsons, à l'époque où il les ramène, il ne parle pas de pinsons, c'est des passereaux, qui ont l'air de se ressembler plus ou moins, mais c'est que beaucoup plus tard, je fais juste une aparté, quand il reviendra à Londres, le gouvernement anglais va financer un ouvrage consistant à publier les résultats scientifiques de son expédition. Il va faire appel à des scientifiques. Pour les oiseaux, il fait appel à un certain Gould, qui est un ornithologue, et c'est lui qui va lui dire, mais attention,
ce sont tous des pinsons issus des mêmes espèces, qui ne diffèrent essentiellement que par la forme du bec. Hein, et on aura l'occasion d'y revenir. Pareil, alors là je vais parler d'un personnage dont je n'ai pas parlé, mais je pense que c'est un personnage moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est Sims Covington. Alors Sims Covington, c'est un jeune mousse qui a été engagé sur le Beagle alors qu'il avait 18 ans. Alors le mousse, c'est celui qui fait le ménage, notamment dans la salle des cartes, là où travaille et dort Darwin. Et donc ils établissent des relations de sympathie, d'amitié. Bon, il a 18 ans, il en a 21-22, il est un peu plus âgé. Et Sim Covington, il a deux particularités, c'est qu'il est violoniste et on embauche toujours sur les bateaux des gens qui savent jouer un peu pour amuser. Enfin, il ne joue pas du Brahms, hein, il doit jouer des chansons de marins, hein, certainement. Et il a une autre particularité, c'est qu'il est dur d'oreille. Bon, c'est pas le seul, il y a un pianiste célèbre qui l'était aussi, ça ne va pas empêcher de réussir. Et ce Sim Covington, il est débrouillard. Il est débrouillard, il va vite se rendre indispensable pour Darwin. Il va apprendre à naturaliser les oiseaux, etc., etc. Et Darwin, au bout d'un an, obtient l'autorisation de Fitzroy, et surtout de son père qui va payer, l'autorisation de le prendre à son service. Et ça va devenir... Alors, Darwin le considère comme son domestique, son homme à tout faire. Bon, il y a une différence sociale entre la haute bourgeoisie victorienne et puis quelqu'un de basse extraction, si on peut dire les choses comme ça. Donc Darwin le considérera longtemps comme son domestique, alors que lui se considère comme l'assistant de Darwin. Vous voyez, et sur les îles Galapagos, c'est lui qui va tirer, qui va avoir en charge le fusil de Darwin. C'est intéressant de voir l'évolution de Darwin, parce que Darwin, au début, c'est un chasseur, il tire sur tout ce qui bouge. C'est un chasseur vétéré. Et puis petit à petit, il va tirer de moins en moins, et il va laisser de plus en plus le fusil à Sims Covington, et à la fin, il ne tirera plus un animal, et à la fin de sa vie, c'est un naturaliste qui adore les animaux, qui ne tuera plus un animal. Vous voyez, une évolution. Et Sims Covington, c'est un malin, parce que quand il tue un passereau, il le naturalise, et surtout il met une étiquette avec l'île sur laquelle elle a été prise. C'est Sims Covington qui le fait. Alors Sims Covington, il écrit un livre de bord, enfin un livre de voyage. Alors un anglais difficile à lire, parce que c'est pas de l'anglais de Shakespeare, hein, mais il écrit aussi son voyage. C'était intéressant à voir un peu l'autre façon de voir les choses. Alors on continue le voyage et on arrive aux îles Tahiti, à peu près par là. Alors, aux îles Tahiti, bon, je vais passer d'abord, oui, une anecdote quand même qui me paraît intéressante. Les officiers, dont Darwin, vont se baigner sur la plage comme et ils se baignent à côté des Tahitiens. Et Darwin remarque que les Tahitiens ont la peau foncée. Enfin, il remarque, c'est pas une remarque facile à faire, difficile à faire. Et lui, Darwin dit, mais nous, à côté, on a l'impression, alors, il ne dit pas cachet d'aspirine, ça n'existe pas à l'époque, on a l'impression d'une plante qu'on a fait blanchir, on est ridicule à côté, la beauté, c'est eux qui l'ont. Dire que Darwin était raciste, c'est un peu gros quand même. Hein. Et puis, il y a... peut-être à Tahiti, ou dans les environs, c'est la première théorie scientifique de Darwin. Et la première théorie scientifique de Darwin ne porte pas sur l'évolution des espèces, mais porte sur la formation des atolls. D'ailleurs, quand il publie cette théorie, il dit « Je mets au défi quiconque de montrer qu'elle est fausse ». Il est quand même un peu vaniteux, hein, et effectivement, sa théorie est juste. Alors, formation des atolls, effectivement, on voit des atolls un peu partout, mais ces trucs ronds, là, et plats, on ne sait pas comment ça a été formé. Bon, vous avez l'explication, je ne vais pas trop insister là-dessus. Donc, c'est la première théorie scientifique de Darwin. Et d'ailleurs, il sera prouvé qu'elle était vraie. En 1952, les Américains font des essais nucléaires à Novotok, dans ces régions-là, et creusent, il faut qu'ils dépassent la zone rocheuse pour aller ensuite, enfin les coraux, pardon, pour aller placer les charges nucléaires dans les roches sédimentaires, et ils creusent à, je ne sais pas quel, 1700 mètres, un truc comme ça, et plusieurs années plus tard, des scientifiques écrivent Darwin was right, donc Darwin avait raison sur la formation des atolls. Pas encore avait raison sur la théorie de l'évolution des espèces, hein, bien entendu. Allez, on continue. Ensuite, c'est la Nouvelle-Zélande. Alors, la Nouvelle-Zélande, c'est intéressant parce qu'il est accueilli par des missionnaires anglais qui se sont installés
Darwin, je vous ai dit, il est parti croyant, il est toujours croyant. Mais à la sortie du voyage, il sera sceptique. Et à la fin de sa vie, même au milieu de sa vie, il devient athée non-croyant, mais il se dira toujours agnostique. Mais je vais peut-être avoir l'occasion de dire pourquoi. Et là, quand il arrive en Nouvelle-Zélande, il mesure combien les missionnaires ont apporté la civilisation. Il y avait beaucoup d'anthropophagie, etc. dans ces périodes-là. D'ailleurs, je reviens à Matthews, vous savez, ce jeune évangélique, évangéliste qu'on avait laissé avec les Fuégiens pour essayer de les évangéliser. Quand 2 ou 3 mois après, on revient pour voir comment ça se passe avec le Beagle, ils sont en train de finir de le plumer, de lui arracher poil par poil. Enfin, ils le tourmentent, ce pauvre missionnaire, et ils le reprennent. Et donc, Matthews, ils vont le laisser chez son frère, qui est justement missionnaire en Nouvelle-Zélande. Alors, on pense, c'est pas sûr, mais on pense qu'on a retrouvé ses restes au frère, dans un chaudron, dans une île à côté. Vous avez compris, il y avait encore l'anthropophagie qui se pratiquait dans ces régions-là. Alors il faut dire aussi que Darwin, il rencontre aussi des gens terribles qui tirent la langue, qui font des chefs de tribu qui font peur, quoi, hein, et qui dansent des trucs sauvages un peu. Et Darwin avait raison d'avoir peur, hein, parce qu'aujourd'hui encore, ils font peur, hein, c'est le haka. Hein, d'accord. Bon. Alors je ne parlerai pas du haka, parce que si on connaissait les origines du haka, franchement, ça fait pas peur, mais ça fait sourire ou rire, quand on connaît les vraies origines du haka. Mais je n'en parlerai pas ici, puisque ce n'est pas l'objectif de... Le haka, bon, alors Jacques, 5 minutes, hein, 5 minutes sur le haka. En 1905-1906, c'est la première tournée européenne des All Blacks, enfin, des Néo-Zélandais, qui ont une fougère comme ça. Alors la fougère, c'est la patate, on mange les radicules, je sais pas, les racines, hein, qui sera remplacée plus tard par la pomme de terre. Donc la fougère, c'est vraiment, et c'est un symbole maori. Et quand les Néo-Zélandais font une tournée en Angleterre, dans toutes les nations de la France, ils finissent par les États-Unis, ils filent des points à tout le monde. La France prend 38-8. Et la France est la meilleure équipe puisqu'on a marqué 2 essais, les autres n'en ont marqué qu'un. Ils font le haka, mais le haka, si vous voyez les photos, c'est une charlatade, ça fait peur à personne. Simplement, c'est pour montrer, et ça, c'est un lien avec ce que que j'ai oublié de dire d'ailleurs de Darwin. Je reviens sur Darwin qui disait, mais en voyant ces missionnaires qui avaient porté les civilisations, et il était heureux, Darwin, de voir que les jeunes Maoris jouaient avec les enfants des missionnaires. Et ils se comprenaient, ils disaient, ça, c'est l'embryon d'une société future. Et effectivement, quand les Néo-Zélandais viennent en Europe, ils ont les 2 symboles maoris avec eux, la fougère et le haka. D'accord. Et je pense que c'est important. All Black, vous savez d'où ça vient, All Black. Le journaliste dit « There are All Blacks ». Sont tous des 3/4, parce que les avants jouaient comme les 3/4. Et le typographe du Sunday se dit, mais ce journaliste s'est trompé, il a oublié une lettre, et donc il va les appeler les All Blacks. Et comme ils étaient en noir, ben c'est resté, c'est les All Blacks. Ça viendrait d'une faute de typographie. Alors, l'origine du haka. C'est un chant guerrier qui fait peur à tout le monde. Et je vous dis, en 1905, il faisait peur à personne. D'où ça vient? Bien, en 1830 ou à peu près, un chef maori, alors je sais si on dit maori, hein, c'est maori, est poursuivi par un autre chef maori. Et il se sauve en se jetant dans un fossé plein de boue. Et là, il a la trouille de ce type. Comment c'est tu le connais, tu le danses. Non. En fait, le haka, c'était je sais plus, moi, ça y est, je l'ai perdu, je l'ai pas ici. Enfin, bon, il s'est dit, je suis mort, il a la trouille. Et puis il est sauvé par un autre guerrier. Alors tout ça, on a les noms, hein. On a les noms de ces gens-là, donc ça ne s'écrit pas dans la nuit des temps. Qui le sort de la boue, il est fangueux, et il lui dit, je suis vivant, etc. Et là, il se met à danser, en disant tu m'as sauvé, j'étais mort, tu m'as sauvé, et c'est le fameux haka. Le haka, c'est la danse d'un type qui a eu la trouille de sa vie, qui est peu glorieux, et si on savait ça, et c'est le rugby qui en a fait ce qu'on connaît, hein. C'est en train de se retourner quand même, parce que maintenant les équipes font du contre-haka, enfin c'est compliqué, si je rentre là-dedans, on ne finira pas le voyage.
Voilà, allez, on continue quand même. Australie. Alors là, il débarque à Sydney et il va explorer les Blue Mountains. Ce sont des montagnes, un plateau qui n'est pas très haut. Là, il va voir les indigènes, qui sont d'ailleurs décimés par les maladies importées par les colons européens. Et voilà, il va être quand même choqué par ce phénomène. Et là, il va découvrir un animal improbable, l'ornithorynque. L'ornithorynque, c'est un animal, c'est un mammifère, qui pond des œufs, qui a un bec, qui a des poils. C'est un truc inclassable dans le classement des espèces. D'ailleurs, si vous allez au Muséum d'histoire naturelle de Paris, le premier ornithorynque qui a été offert porte sur le bec une trace au ciseau. Ceux qui ont réceptionné ont dit ce truc c'est un faux, on va lui enlever ce bec qui est un faux. Et en fait non, c'était pas un faux bec, c'était un vrai. Voilà. Dans les ornithorynques de Darwin. Alors là, après Sydney, ils vont séjourner un peu en Tasmanie. Alors Tasmanie, Darwin l'industrie d'ailleurs navale, y compris navale anglaise, est florissante en Tasmanie, mais ce qui étonne Darwin, c'est qu'il n'y a pas... Alors je ne sais pas si on dit Tasman ou Tasmanien. On va dire Tasman, c'est plus court. Il n'y en a plus. Les autochtones ont disparu, l'île a été vidée de ses autochtones. Et on lui raconte qu'il fallait le faire parce qu'il y avait des meurtres, des vols, des viols, des assassinats commis par les Tasmans. Darwin soupçonne quand même ses congénères d'être à l'origine de toutes ces exactions, de façon à avoir une bonne raison de virer les Tasmans de Tasmanie, qui sont soit exterminés, c'est un holocauste, soit déportés sur des îles voisines. Donc on a libéré la Tasmanie des Tasmaniens. Ils se sont planqués certains, il en reste quelques-uns. La dernière, alors j'adore cette femme, elle s'appelle Truginami, elle est morte en 1876, c'est la dernière Tasman. Il n'y a plus de Tasman d'origine depuis cette époque-là. Voilà, j'aime beaucoup cette représentation. Voilà, 1876. Voilà. On continue le voyage. Alors, ensuite, ce sont les îles Coco. Alors, les îles Coco sont intéressantes parce que ça va lui permettre de vérifier la théorie de la formation des atolls. Bon, il ne se passe pas grand-chose. Il se passe toujours des choses avec Darwin, mais on va passer. Ensuite, c'est l'île Maurice. Alors, l'île Maurice, c'est une île qui est anglaise et qui, initialement, était française. Et les Anglais l'ont piqué à Napoléon. Mais les Anglais ont eu l'amabilité d'accepter que le français soit une langue utilisée et ont conservé la culture française. Et Darwin se félicite de voir des librairies, de voir des théâtres français. La culture française sur l'île Maurice est toujours présente. Elle était anglaise à cette époque-là, aujourd'hui elle est indépendante, l'île Maurice. Voilà, on arrive là. Ensuite, ils vont passer le cap de Bonne-Espérance, ils vont séjourner, ils vont rencontrer je ne sais plus comment il s'appelle, un astronome célèbre, etc. Ils vont filer sur Sainte-Hélène, sur le rocher, là, ils vont séjourner. Il va être, respectueux de Napoléon, pourtant les Anglais et la France à cette époque-là, on n'est pas franchement amis. Alors, les amitiés, les relations sont celles qui subsistent encore pendant l'époque du tournoi. Voilà, c'est pas trop nos Anglais. Il est respectueux, donc il va visiter Longwood. Longwood, c'est la ferme, enfin, la bâtisse dans laquelle séjournait Napoléon. Il va visiter le tombeau de Napoléon. Les cendres n'ont pas encore été ramenées en France. Donc il va séjourner. Ensuite, ils vont passer aux îles, non, c'est pas ça, Ascension, voilà. Et puis, le problème, c'est qu'il faudrait continuer, mais les vents sont défavorables et ils sont obligés de revenir au Brésil. Ça arrange un peu Fitzroy ça va lui permettre de finaliser certaines relevées. Et Darwin va continuer à explorer le Brésil, mais il n'aime plus du tout ce pays, encore ce pays esclave, et il lui tarde de le quitter, de ne plus jamais y remettre les pieds. Et il s'offusquera de dire comment une nation chrétienne, nous les Anglais, les Américains,
avons-nous autorisé, validé l'esclavage? Ça, il ne comprend pas. Peut-être c'est aussi une des raisons pour lesquelles il va s'éloigner de la religion chrétienne, et de la religion tout court. Et finalement, je suis là, c'est là, ils repassent par le Cap-Vert, ils séjournent un peu aux Açores et ils finissent donc en Angleterre le 2 octobre 1836, pas à Portsmouth mais à Plymouth, juste à côté, et c'est la fin du voyage. Alors, on a presque terminé, hein, rassurez-vous. Juste quelques mots en gros si on peut dire, de conclusion. Hein. On peut dire que ce voyage initiatique, c'est le voyage, je l'ai dit tout à l'heure, fondamental de Darwin. Hein. S'il n'y avait pas eu le voyage du Beagle, on n'aurait pas eu la théorie de l'évolution des espèces. On peut penser que cette théorie de l'évolution des espèces était un peu dans l'air quand même. Darwin est arrivé au bon moment, mais s'il n'y avait pas eu Darwin, d'autres scientifiques auraient fini par élaborer cette théorie. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est un dilettante bourgeois qui part, et c'est un savant confirmé, laborieux, qui a des méthodes de travail, il sait ce qu'il veut comprendre d'où viennent les espèces. Quelles sont les origines des espèces, il veut le comprendre, il ne sait pas comment ça marche, mais ça va être le questionnement de toute sa vie jusqu'à ce qu'il y réponde. Il a aussi un matériau extrêmement riche en tous les spécimens qu'il a pu ramener, que ce soit les fossiles, que ce soit les espèces vivantes, les plantes, etc. Toutes les observations qu'il a pu faire, qui vont nourrir deux choses. Sa recherche scientifique, mais également son humanisme. Et l'humanisme de Darwin, je pense que c'est quelque chose qui est trop peu connu. On connaît Darwin scientifique, mais c'est d'un humanisme extraordinaire, enfin, en ce qui me concerne. Alors, sa théorie, elle est en place quand il a 30 ans. Quand il a 30 ans, ça y est, sa théorie, je vous ai dit que l'objectif, c'était pas de travailler sur la théorie, mais quand il a 30 ans, il est au crayon, sa théorie est en place. Mais il ne va pas la publier. D'ailleurs, il demandera à son épouse, Emma, qui est une grande dévote, c'est une unitarienne, c'est une variante d'une protestante de l'anglicanisme en quelque sorte, il va lui dire, je ne publierai pas cette théorie de mon vivant, mais je te fais confiance pour que tu la publies dès que je serai mort. D'accord ? Donc il n'a pas l'intention de la publier, et puis il veut être sûr, parce qu'il sait qu'il va être attaqué. Et donc il veut être sûr que sur tout ce qui fait question par la formation de l'œil, la formation du cerveau, la formation des ailes des oiseaux, il veut que sa théorie soit vraiment explicative. Et donc il va faire des recherches pour être sûr de la publier. Et puis des événements un peu accessoires, on peut dire, surviennent quand il a 50 ans, qui le poussent à publier son fameux, ça c'est Napoléon, voilà, en 1859, l'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. Ça c'est le titre complet, on retient l'origine des espèces en 1859. Il a 50 ans, hein, il a donc à peu près cette tête à ce moment-là. Alors, peut-être, je vais revenir sur les pinsons, puisqu'on a parlé des pinsons des Galapagos. Gould va lui expliquer que ce sont tous les deux des pinsons qui sont issus de la même espèce mère, si on peut dire, et qui se sont développés différemment dans des îles différentes. Et en fait, les becs sont adaptés aux ressources de l'île sur lesquelles ils vivent. Par exemple, le pinson qui a un bec plutôt court et solide, c'est pour casser les graines, alors que le pinson qui aura un bec plus long et plus fin, ça va être pour aller chercher les vermisseaux derrière les écorces des arbres. Et donc, il y a le fait de l'adaptation. Alors, il faut dire que même si la lutte pour la vie aurait tendance à faire penser que c'est la loi du plus fort, la théorie de Darwin, c'est surtout pas la loi du plus fort, mais la loi du mieux adapté. Bon, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, selon les questions. Voilà. Alors, Darwin, sa théorie, c'est un peu, comment dire, cet arbre, c'est un arbre d'ailleurs qu'on appelle l'arbre de corail, en quelque sorte, c'est-à-dire comme les coraux qui se développent dans n'importe quelle direction, un peu au hasard,
l'évolution, c'est pareil, ça se développe essentiellement par le hasard des mutations. Et dans l'esprit de Darwin, ce n'est plus l'arbre de l'évolution, hein, c'est-à-dire les espèces qui évoluent en s'améliorant jusqu'au sommet de l'arbre. Et évidemment, au sommet de l'arbre, il y a l'homme, parangon des animaux. Pour Darwin, c'est pas ça du tout. Darwin, il a c'est plutôt un buisson, hein, c'est une évolution buissonnante qui ressemblerait plutôt à quelque chose comme ça. J'ai trouvé ça chez un fleuriste. Je vous montre. Enfin, voilà, ça ressemblerait à ça, si vous voulez, en quelque sorte. Hein. Voilà. Je trouve ces fleurs artificielles. Le fleuriste ne savait pas qu'il avait un truc scientifique chez lui. Bon, c'est détourné de son usage principal. Voilà, c'est ça. La théorie de Darwin se résume. Voilà, je vous confie l'arbre de l'évolution. Oh, si vous voulez, mais vous me le ramenez. Hein. Ça coûte 1 euro. Bon, alors, si vous voulez, moi j'aime bien l'appliquer à l'homme. Alors, il faut savoir que Darwin ne l'a jamais appliqué à l'homme. Dans la théorie, dans l'origine des espèces de 1859, en conclusion, il écrit 2 lignes. Il écrit ceci à peu près. Il est possible qu'à l'avenir, cette théorie explique l'origine de l'homme. Il est possible que... Et il ne l'applique pas à l'homme. Et pendant 11 ans, il ne va pas travailler sur l'homme en termes d'évolution. C'est ce qu'on appelle le silence anthropologique de Darwin, dans lequel sont engouffrés des sociologues, ce sera le darwinisme social, ce sera l'eugénisme, etc. Et quand Darwin se réveille enfin et écrit sa théorie de l'évolution appliquée à l'homme, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a pu écrire auparavant, mais le mal est fait. Le mal est fait, et on connaît l'origine des espèces, ça nous suffit pour comprendre l'homme, mais non, c'est pas suffisant. Il fallait aussi lire le 2e livre majeur qu'il écrit 12 ans plus tard, qui s'appelle The Descent of Man, la descendance de l'homme. C'est plutôt mieux traduit en disant la filiation de l'homme, and selection in relation by sex. Alors j'ai un anglais très mauvais. Oui, c'est ça, il confirme, monsieur, que j'ai un anglais très mauvais. Et oui, la sélection liée au sexe. C'est très intéressant. Et alors, à l'homme, si on l'applique à l'homme, qu'est-ce que ça donne? L'homme, il est quelque part par là, hein, comme les autres. Hein. Donc, si vous voulez, comment dire, il a décentré l'homme. L'homme, il est comme une espèce animale, comme une autre espèce animale, tout simplement. Hein. Et ça, évidemment, l'Église ne l'acceptera pas. Alors qu'ils avaient accepté l'évolution de la Terre de l'aïeul, mais l'évolution de l'être humain et notamment de l'homme, ça, c'est pas possible. Ça ne passera pas. Et encore aujourd'hui, on a tous les créationnismes, qu'ils soient états-uniens avec les évangéliques, que ce soit les créationnistes musulmans, etc., etc. Ça foisonne de plus en plus. Voilà. Enfin, je vais passer là-dessus parce que on va se casser le moral. Alors, je vais justement par l'homme. L'homme, son plus proche cousin dans l'évolution des espèces, c'est le chimpanzé, avec lequel, dit-on, on partage un génome, enfin un pourcentage de génome très important. Et en fait, on a une parenté commune qui vivait à peu près il y a 6 millions d'années. Alors, ce parent commun, alors, c'est pas Toumaï. Alors, Toumaï, c'est compliqué parce que Toumaï, il est à peu près identifié dans ces eaux-là, 6-7 millions d'années. Est-ce qu'il est avant la spéciation, la séparation? Est-ce qu'il est après? Voilà. Alors, le découvreur de Toumaï, c'est un Français. Toumaï, c'est au Tchad, hein, qui a été découvert en 2001. C'est un certain Brunet qui le découvre. Il considère que c'est le premier représentant connu de la lignée qui va mener jusqu'à nous. C'est notre ancêtre. Toumaï, c'est notre ancêtre. Sauf que d'autres, une Française, Senu et un Anglais, considèrent que non, Toumaï est avant. Toumaï serait donc ici, avant. Alors on comprend très bien, parce que Senu et l'Anglais découvrent en 2000, donc un an avant, Aurorine, 5 millions d'années, et considèrent que ça y est, eux ont trouvé le premier représentant de la lignée humaine. Et en paléanthropologie comme ailleurs, c'est la performance qui compte, hein, celui qui fait le plus.
Et puis, au bout d'un an, ils sont détrônés, quoi. C'est incroyable, ça. Là, il y a Toumaï qui arrive. Et là, on ne trouvera pas plus ancien que Toumaï. Si on trouve plus ancien, ce sera avant. Vous voyez, donc, pas de problème. Alors, on peut aussi parler du gorille. Je les ai, mais peu importe. Le gorille, avec le groupe hommes et chimpanzés, partage un ancêtre commun qui vivait il y a à peu près 8 millions d'années, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on a ce qu'on appelle une classification phylogénétique, non pas sur la ressemblance, mais sur la parenté, sur les parentés communes. Alors, Toumaï, je vous l'ai amené quand même, parce que je pense que je vais vous le présenter, Toumaï. Alors, Toumaï. Alors, vous allez être déçus, hein. C'est un os. Voilà Toumaï. Depuis ce crâne, 7 millions d'années vous regardent. C'est un plagiat. C'est intéressant Toumaï parce que, comment dire, alors peut-être la dentition, alors c'est en U et non pas plutôt parabolique comme nous, mais ce qui est, bon je vais passer, alors, la capacité crânienne c'est 300 cm3 à peu près comme le chimpanzé. Hein, c'est pas, nous on est à 1200, un truc comme ça. Hein, et ce qui est important c'est surtout le trou occipital, là où se branche la colonne vertébrale. Et ça permet de déterminer une certaine bipédie. S'il est en arrière, on est plutôt sur de la quadripédie. S'il est en avant, c'est dans la bipédie. Et là, on est en intermédiaire entre la quadripédie du chimpanzé et la bipédie de Homo sapiens, en quelque sorte. Hein. Donc, il est probablement le premier représentant de la lignée humaine. On a découvert d'autres restes autour qui auraient tendance à prouver, enfin, à aller dans le sens du premier représentant. Ce qu'il faut dire que s'il est vraiment l'ancêtre commun de l'homme et du chimpanzé, ça veut dire que les chimpanzés ont perdu de la bipédie pour gagner en quadripédie parce qu'elle était plus avantageuse, tout simplement. Hein, c'est pas, voilà, hein. Voilà, Toumaï, si vous voulez le... Faites attention, vous avez un trésor. Hein. Voilà. C'est pas le vrai, hein, le vrai dans un coffre. Je n'ai pas besoin de le dire. Hein. Mais c'est une très bonne représentation, c'est vraiment très bien fait. Moi j'ai vu alors une autre représentation au musée de l'homme, au musée de l'homme de Paris. Franchement, c'est très ressemblant. Au musée de l'homme de Paris, c'est aussi facsimilé, bien évidemment. Alors, je voudrais... Ah oui, deux choses pour terminer. Alors, j'ai lu un calcul théorique auquel je n'ai rien compris, mais je vais vous en donner la conclusion. Ça porte sur l'ADN, et des mesures savantes sur l'ADN de la population humaine vivante. On arrive, avec l'horloge moléculaire ou la triangulation, on arrive à savoir à peu près où vivait l'ancêtre commun à toute l'humanité. C'est extraordinaire, ça c'est purement théorique. Devinez où vivait l'ancêtre commun à toute l'humanité. En Tasmanie. Ce que vous avez dit? En Tasmanie. C'est extraordinaire. Voilà. Et moi, oui, c'est pas loin. C'est un hommage, encore une, mais c'est très théorique, encore une fois. Alors, je voudrais terminer par vous faire un peu de lecture, une petite lecture. C'est le deuxième ouvrage de Darwin. C'est ce Descent of Man, je vous ai dit. Et ça traduit, il me semble, l'humanité de Darwin. Vous m'écoutez bien, hein, parce que je vais parler en anglais, ça ne vous dérange pas? Bon, j'ai compris. Je vais le faire en français, vous préférez, alors je vais le faire en français. Alors, à mesure que l'homme avance en civilisation et que les petites tribus se réunissent en communautés plus larges, la plus simple raison devrait aviser chaque individu qui doit étendre ses instincts sociaux et ses sympathies, sa morale si vous voulez, à tous les membres d'une même nation. Seule une barrière artificielle peut empêcher ces sympathies de s'étendre à tous les hommes de toutes les nations et de toutes les races. Il est vrai que si ces hommes sont séparés de lui par de grandes différences d'apparence, l'expérience, malheureusement, montre combien de temps est long avant que nous les considérions comme nos semblables. Je trouve que cette phrase résume l'humanité de Darwin,
qu'il ne faut pas oublier, donc à côté de sa théorie scientifique de l'évolution des espèces. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Georges, merci Charles. Oui aussi, donc je crois qu'il faut... il y a énormément de questions à poser là, bien sûr. La première, celle qui vient maintenant à l'idée, c'est comment est-il possible, après toutes les connaissances qu'on a, avec tout ce que... Et puis cette semaine qu'on vient de passer, mais au-delà, comment est-il encore possible de croire que, par exemple, la Terre est plate et nier le darwinisme, l'évolution. Ah, c'est pire, la Terre plate. Alors, comment dire, le créationnisme est né avec Darwin. Il ne faut pas oublier, en 1858, quand sort l'origine des espèces, Darwin écrit, il avait beaucoup d'humour, il écrit à un de ses amis, « Les créationnistes sont à mes trousses, et s'ils m'attrapent, ils vont me faire brûler. » Les créationnistes sont ceux qui considèrent que la Terre et tout ce qui vient avec est une affaire de création. D'ailleurs, Darwin, il est gêné avec ça, parce qu'il est pas croyant, il est plus croyant, Darwin. Mais tout son environnement est un environnement de croyance. Son épouse, ses amis. Et puis, il ne veut pas brutaliser, si vous voulez, l'Église, parce qu'il sait que ça va retarder la diffusion de sa théorie. Et donc, dans la deuxième édition, il va réintroduire le mot « création ». Ouais, pour satisfaire un peu l'Église. Il le regrettera plus tard. Hein. Et donc, la question du créationnisme est née avec Darwin, et c'est surtout dans l'entre-deux-guerres que ça se développe aux États-Unis, dans la Bible Belt. Hein. La Bible Belt, c'est toute la partie sud des États-Unis, les esclavagistes, les fédérés, enfin, etc. Hein, et on retrouve à peu près... et c'est basé sur l'Église évangélique, qui est une version un peu radicale du protestantisme. Hein. Voilà. Et donc, pour eux, ils ont une lecture fondamentale de la Bible, hein, et ils considèrent que Dieu a créé la terre en 6 jours et que tout le reste est complètement faux. Puis ça l'accommode, hein, c'est le concordisme. Hein, voilà. Et puis, il y a eu... comment dire, ça a été dénoncé par les tribunaux, on a avancé un peu à couvert et on a inventé une théorie, si on peut dire, c'est pas une théorie, c'est l'intelligent design. L'intelligent design, le dessin intelligent, qui consiste à penser que effectivement la Terre a 4 milliards d'années, que tout ça est dans le temps, mais que l'évolution est dirigée. Elle a un dessin, elle a eu un sens, et le sens, c'est l'homme. D'accord? Ça, c'est l'intelligent design. On a aussi une forme de création. Alors, toutes les religions ont leur créationnisme. Les témoins de Jéhovah ont une forme de créationnisme. Les musulmans ont une forme de créationnisme qui vient de Turquie, d'ailleurs, d'Arundiaya, qui ne conteste pas l'échelle des temps, mais qui considère que tout a été créé une bonne fois pour toutes par Dieu, etc. Et donc, aujourd'hui, comme les religions, quand même, ont tendance à s'imposer dans l'espace public, à l'école en particulier, le créationnisme et puis la confusion entre le croire et le savoir. Et je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental. Il faut absolument que chacun, en particulier dans les écoles, fasse bien la différence entre ce qui relève d'une croyance, qui est respectable. Il ne faut pas oublier qu'en France, c'est peut-être le seul pays où la liberté de conscience, c'est-à-dire de croire ou de ne pas croire, est inscrite dans le droit. C'est le premier article de la loi de 1905. Il y a très peu de pays, j'en connais pas. C'est inscrit dans la Constitution européenne. Est-ce que c'est inscrit dans le droit des pays? Ça, je n'en suis pas sûr. Et donc, on a le droit de croire qu'on a été créé en 6 jours. On a le droit de croire que la Terre est plate. On a le droit de le croire. Mais on n'a pas le droit d'en faire un savoir. Et le créationnisme, c'est pas la question de croire. Moi, une personne un jour dans une conférence me dit, mais moi je suis créationniste, je crois. Je dis, mais non, mais c'est votre droit, et je défendrai pour que vous puissiez le croire. Mais en revanche, ce n'est pas un savoir.
Et si on fait bien la distinction entre les deux, alors il n'y a pas trop de problèmes. Enfin, pas trop de problèmes. Ceux qui croient que la Terre est plate et qu'à l'école on leur raconte que la Terre est ronde, ça a de quoi devenir schizophrène, hein, mais c'est leur affaire, c'est pas la nôtre. Hein, d'accord? Oui, le platisme, ça vient des États-Unis. La Terre est une pizza, avec le bord. Hein, voilà. Et ça marche, ça marche. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le 13 janvier 2023, il y a l'IFOP qui a fait une étude sur, je crois, les jeunes de 11 à 24 ans. 11-24 ans, ça me paraît un peu pas très crédible, parce qu'à 11 ans, on ne passe pas de la même façon qu'à 24. Mais enfin, peu importe, 11% ou même 13% sont prêts à penser qu'effectivement, la Terre pourrait être plate. 11 ou 13%. Et 27% pensent que nous sommes le fruit d'une force spirituelle. D'accord? Au secours, monsieur Darwin. Voilà. Pardon. Oui. Oui, il y a des musées de l'Arche de Noé, par exemple. Hein. Il y en a en Suisse, il y en a beaucoup aux États-Unis, où on explique la création. Alors, avec un coup de renfort scientifique d'ailleurs, hein, on apporte des preuves, des fossiles, on montre qu'effectivement, donc tout ça c'est falsifié. C'est vrai que quelqu'un qui ne le connaît pas peut être complètement grugé, mais un scientifique démonte tous ces arguments très facilement. Il y a beaucoup de musées effectivement du créationnisme, ouais. Essentiellement aux États-Unis, mais je crois qu'il y en a en Suisse aussi. Il y avait un projet en Allemagne, je crois qu'il a capoté. Merci pour votre passion pour Darwin, et j'espère que d'autres personnes le partagent aussi. Je vous remercie surtout de m'avoir raconté l'histoire du haka. De quoi Du haka. Ah. Parce que vous avez dit, ça vient d'une grande trouille. Oui. Eh bien, j'ai tout de suite pensé à l'effigie de Zeus dans l'ancien temps. Qu'est-ce qu'il avait dans la main? Il avait un éclair. Oui. Et cet éclair, maintenant, plus personne n'est capable de dire que c'est Dieu qui fait l'éclair parce qu'on démontre comment est fabriqué un éclair. Et je pense que le phénomène trouille, oui. Oui. et en particulier j'ai peur de la mort, fait que je comprends absolument que tout le monde soit croyant. Complètement. Oui, non, mais d'accord. Oui, voilà. Dans le haka, j'arrive plus à me retrouver les mots, mais c'est vrai que à l'origine c'est une grande trouille. Ben, ils ont su quand même le retourner et en faire un chant guerrier quand même, qui est contesté d'ailleurs. Hein. On le conteste, non. Alors, certains voudraient le contester pour des raisons religieuses, non, c'est pas religieux du tout. Simplement, on considère que ça donne un avantage à ceux qui le pratiquent et un désavantage psychologique à ceux qui le subissent, en quelque sorte. Hein. Et il y a eu des contestations, ce qui fait que le World Rugby a publié de nouveaux règlements qui imposent le haka et qui imposent un no man's land. C'est-à-dire que les joueurs adversaires ne peuvent pas franchir les 50 mètres et les autres les 40 mètres. Les Français l'ont franchi avec du sautoir, hein, et presque tous les Français avec un V, hein, l'ont franchi. Donc ils ont pris un PV au nombre de joueurs qui avaient franchi. Et les Anglais ont fait pareil. Mais les Anglais, bon voilà, j'aime beaucoup les Anglais, surtout quand on les bat, alors que les Irlandais, je les aime moins parce qu'ils nous battent. Mais les Anglais ont une idée géniale, il faut le lever mais à l'envers. Bon, la pointe est tournée vers l'extérieur. Et donc, il n'y a que 2 ou 3 Anglais de chaque côté qui franchissent la ligne, donc ils ont un PV de la World Rugby, mais beaucoup moins important. Alors, j'ai jamais réussi à prouver que Darwin avait joué au rugby. Mais William Wevelis sévissait à rugby en 1823. Bon, ça c'est la légende, hein, mais un des fils de Darwin était scolarisé à rugby. Darwin était un grand sportif. Je ne sais pas s'il a joué au rugby, parce que le mot rugby date de plus tard, mais on jouait au jeu de balle, au porté, taper au pied, etc., qu'on appelait le football rugby, ou qu'on n'appelait pas du tout d'ailleurs. Hein, et peut-être qu'il y a joué, donc je suis à peu près certain qu'il a joué, mais je n'ai pas de preuves. Un point de détail, est-ce que Darwin a refait d'autres voyages après celui-là? Alors, non. Il n'a plus refait de voyage après. Il avait fait un voyage en France avant, il avait fait un voyage au pays de Galles, exploratoire d'ailleurs, quelque temps avant de partir, en géologie, et il ne fera plus de voyage. Il va se retirer à Downhouse,
Dauna, c'est une grande propriété. Ce que je n'ai pas dit, Darwin, c'est quelqu'un qui ne travaillera jamais de toute sa vie. C'est quelqu'un qui est immensément riche. Il a les deux fortunes paternelles et maternelles des Wedgwood. Lui-même, il écrit des bouquins, ses bouquins se vendent, il fait gagne beaucoup d'argent. Et puis, il a un talent, comme celui de son père, c'est un financier. Il a un talent, il place de l'argent, il gagne beaucoup d'argent en faisant des placements. Ce qui fait qu'il a une maison immense. C'est un musée, j'ai été 2 fois, pour moi c'est un pèlerinage, je suis plutôt allé à Lourdes, je vais à Daunas. Dans sa maison, il y avait 27 personnes qui vivaient. Bon, ils étaient une dizaine de la famille, hein, le mari, la femme, les enfants, ceux qui étaient en vie, et puis le reste c'était que des domestiques. Et il entretenait un nombre de domestiques extraordinaire, il entretenait 15 ou 12 domestiques. D'accord. Il y a des jardiniers, il y avait des laboratoires d'expérimentation sur les orchidées, etc. Mais il a fait des jardins de légumes pour nourrir tout ce beau monde. Il y avait le palefrenier, etc. Donc Darwin, il le dit d'ailleurs, je n'ai jamais eu besoin de travailler, c'est la raison pour laquelle j'ai pu me donner à la science, et quelqu'un qui aurait eu les mêmes possibilités aurait fait pareil que moi, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que Darwin était souffrant. Il souffrait beaucoup de cette maladie dont on n'a jamais trouvé l'origine. Moi, j'ai la faiblesse de penser que c'est la maladie de Chagas provoquée par les piqûres du côté de Mendoza par les punaises géantes. Certains pensent que c'est psychosomatique. Moi, je trouve que c'est une erreur, parce qu'il a perdu sa mère très jeune, mais il n'a gardé aucun souvenir de sa mère. Il a été élevé finalement par ses sœurs aînées qui ne lui ont jamais parlé de sa mère, qu'il a quasiment jamais connue. Il aurait eu peur du père, alors que c'est pas vrai du tout. Le père était d'une gentillesse extraordinaire, c'est un géant son père, mais Darwin, d'ailleurs, il appelait le gouvernement en se moquant de lui. Enfin, il adorait son père, mais il avait... Et donc, aucune maladie psychosomatique. Dernièrement, j'ai reçu un message d'une journaliste de Science et Vie qui me demandait, qui savait que j'avais écrit une biographie, qui me demandait des renseignements parce qu'elle travaillait sur les savants fous. Et donc, elle classait Darwin sur ces savants fous. Elle ne m'a pas rappelé. Dire que ça a été réglé. Non, mais, enfin, voilà. Donc, voilà, je sais. S'il vous plaît. Oui, certains pays. Oui, en terre de feu, il y a des... Alors, dans terre de feu, déjà, à Ushuaia, il y a un musée où on construit à ciel ouvert un beagle. Et puis, vous allez en Patagonie, ou dans les Andes, vous avez des grands panneaux. Ici est passé Darwin. Moi, j'ai des amis qui ont fait ces voyages. Serge, on connaît, qui m'avait envoyé des photos. Oui, il y a des... Alors, dire, Darwin, il a donné son nom à des rues, à des villes. La ville de Darwin, au nord de l'Australie. Darwin, il a 30 ans, sa théorie ne paraît que 20 ans après, que déjà une ville porte son nom, enfin ce qui va devenir une grande ville de l'Australie. Il y a la cordillère Darwin, il y a le chien de mon voisin qui s'appelle Darwin. Ouais, il me dit, moi j'ai appelé, mon chien s'appelait Darwin, je dis quand même, pour alors ton chien super intelligent, d'accord. C'est vrai que Darwin aimait les animaux. Mais il faut que le chien en vaille la peine. Hein. Et alors, si vous vous intéressez au Tour de France, vous avez un Colombien qui a 4 ou 5 ans s'est illustré sur certains sommets, qui s'appelle Darwin, son prénom. Darwin, oh non, j'ai oublié le nom. Voilà. Donc, Darwin, oui, il a marqué l'hémisphère sud, enfin, l'Amérique du Sud, hein, l'Amérique du Sud, parce que c'est essentiellement là. Hein. S'il vous plaît, est-ce que Darwin a parlé des métissages? Darwin, non, je ma connaissance non. Non, ma connaissance non. Après, moi, Darwin, c'est 37 livres. Les plus accessibles sont les récits du voyage, l'origine des espèces. Après, même la traduction du livre dont je vous ai fait une lecture. Là. Après, c'est des ouvrages savants quand même. Hein. Quand 900 pages sur les cirripèdes. Bon, ça ne fait pas avancer le monde, hein, voilà. Donc, cirripèdes, ce sont des mollusques qui s'accrochent, vous savez, sur le rocher. Bon, voilà, il sait que ça ne sert à rien. Mais c'est ça pour lui, la science. La science n'a pas de prétention à être utilisée. Il est vraiment pour la science fondamentale, la recherche fondamentale. Donc, sur les métissages, à ma connaissance, non, mais je... Lucie, oh, mais Lucie, elle est toute jeune, c'est une grâce... elle a 3 millions d'années à peine, 3 200 000 ans. C'est une australopithèque, Lucie.
Oui, c'est tu. Ouais, ben, Lucie, quoi, elle faisait 25 kilos, elle faisait 1 m 10. Oui, c'est une australopithèque afarensis, je crois, mais c'est pas notre. Nous, on descend des anamensis, on descend un peu à côté. Là, on est à 7 millions d'années, hein, on n'est pas dans les mêmes proportions de temps que Lucie. Hein. D'ailleurs, Yves Coppens, qui est le co-découvreur de Lucie, co-découvreur, parce que Yves Coppens se disait le découvreur, mais les Anglais se disaient aussi les découvreurs. Ils étaient 3 en fait, 2 Anglais et Coppens. Mais vous savez comment c'est, bon, chacun. Et comme on l'appelait Lucie en hommage aux Beatles, puisqu'ils écoutaient Lucy in the Sky with Diamonds, ils l'ont appelé Lucie. Et ça a fait que Coppens a émis la théorie de la East Side Story, qui dit que l'homme est sorti du rift, de l'affaissement du rift, la forêt est devenue savane, il s'est levé pour voir, et donc, etc., etc., etc. Et puis, on découvre Toumaï qui s'enfonce plus loin en Afrique, et plus loin dans le temps, et lui-même a dit, ben, ma théorie de l'East Side Story n'est pas une bonne théorie, c'est pas la bonne. Donc, il a lui-même reconnu, ben, c'est la science qui doit admettre qu'à des moments, ce qu'elle a avancé n'est pas tout à fait juste, on rectifie, on va sur des nouvelles voies. Alors, est-ce que l'humanité, Toumaï en particulier, est sortie du Tchad? On ne sait pas trop, parce que peut-être il y a d'autres représentants de l'espèce de Toumaï, Sahelanthropus sargensis, un truc savant. Peut-être qu'on en trouvera ailleurs, hein, donc on ne peut pas dire que ça sort du nord de l'Afrique, peut-être ce sera du côté de l'Afrique du Sud, etc. En ce moment, on fait beaucoup de recherches entre Lucie, justement, et Homo habilis. 3 millions d'années, 2 millions d'années, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce million d'années? Comment l'Australopithèque nous a donné, quoi, nous, la lignée humaine. Hein, et ça se passe en ce moment à Kromdraai, il y a un gars qui s'appelle José Braga, qui travaille au nord-est de Johannesburg, et qui travaille sur cette portion de l'histoire. Comment devient-on homme? Comment d'Australopithèque, Lucie, passe-t-on à Homo habilis? Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment sur la recherche, c'est extraordinaire. Durant son voyage, Darwin a découvert plein de choses. Et vous avez montré qu'il avait découvert, entre autres, des squelettes d'animaux qui avaient existé auparavant. Quand il a fait son voyage, il a été renseigné par des gens qui avaient déjà observé, ou il s'est lui-même par hasard a découvert ces choses-là? Il y avait des gens qui lui disaient « Ah, mais il faut aller de tel côté, etc. » Oui. Par exemple, je ne sais plus dans quel village, il y a des jeunes qui jouent, je ne sais pas, au foot, mais qui tapent du pied dans un fossile. Il ne sait pas que c'est un fossile. Hein, et donc, lui, il sait que c'est un fossile, donc il leur demande où ils ont trouvé, etc. etc. Les jeunes ne savent pas ce que c'est qu'un fossile. Alors, ça ressemble à des squelettes d'êtres à peu près vivants. Enfin, ça ressemble à peu près à des êtres vivants aujourd'hui, mais plus gros. Donc, ils pensent que c'est la divinité qui a produit ces pierres. C'est des pierres, hein, des pierres qui ont des formes d'animaux. On ne sait pas trop, on s'amuse avec, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, oui, par ce biais-là. Et puis, c'est vrai que dans les régions où il a toujours des lettres du président de l'Argentine, du président du Chili, des lettres d'introduction, Carlos el Naturalista. Donc avec ça, il va auprès des populations, il se renseigne aussi, il va pas chercher au hasard, hein, bien entendu. Moi, personnellement, je me suis intéressé à Darwin en 2004-2005, quand il y a eu une intrusion dans les établissements français d'un livre qui s'appelle l'Atlas de la création, qui vient de Turquie, d'un certain Harun Yahya, qui explique avec des photos de fossiles, etc. à l'appui, que nous avons été créés par un Dieu unique, etc. Heureusement, l'inspection générale, quand même, le ministère s'est rendu compte et a tout arrêté et a neutralisé ces livres qui avaient été adressés au lycée, au CDI, etc. Donc, en France, ça a été neutralisé. Je ne suis pas sûr que ça a été neutralisé en Espagne, en Italie, ça a été beaucoup envoyé aussi dans des pays de... Bon. Et là, il y a eu des séminaires quand même, j'étais invité donc je peux en parler, en 2005-2006, des séminaires pilotés par l'inspection générale de SVT, qui avaient pour objet d'étudier comment on pouvait enseigner la théorie de l'évolution des espèces dans les établissements compte tenu des réticences que l'on pouvait rencontrer.
hein, entre déontologie et science, respecter, donc respecter les croyances et en même temps bien asseoir ce qu'est une théorie scientifique. La dernière, alors oui, sur la laïcité, je suis d'accord avec vous. Alors moi j'ai la intime conviction, j'espère que je ne suis pas seul, mais bon, j'en parle beaucoup, je vais dans certains établissements, je considère que la science s'est laïcisée avant l'école de Ferry en 81-82 et avant l'État en 1905. Et que la science, la laïcisation de la science a pris des siècles, a pris à peu près 3 siècles. Ça a commencé, à mon avis, la date plutôt, enfin là, si on aime bien les dates symboliques, c'est 1633, c'est le procès de Galilée. Quand l'inquisiteur, à la fin du procès, dit à Galilée, en toute chose, y compris la science, seule l'Église est habilitée à dire la vérité. Et Aristote, ayant dit que la Terre était fixe au centre du monde, toute théorie contraire, donc héliocentrisme de Copernic-Galilée, est considérée comme hérétique. Et à partir de là, ça a été le pas de trop. Alors c'est vrai que Galilée, le pauvre, a eu à en souffrir, il n'est pas mort, il n'a pas été relapse, parce que s'il a été relapse, il brûlait. Hein. Mais à partir de là, avec le discours de la méthode de Descartes, avec tous ces gens-là, la science a commencé à se laïciser. Et moi, j'ai fait des conférences, notamment dans les établissements. Le titre, c'est d'Aristote à Darwin, laïcisation de la science. Et je pense que la science a eu un processus de laïcisation. J'entends par laïcisation, neutralisation par rapport aux croyances et séparation de la science, du savoir et de la croyance. Comme l'école s'est séparée, sauf les écoles confessionnelles, l'école s'est séparée de la religion, et comme l'État s'est séparé par la loi de séparation des religions en 1905. Et je pense que si la science n'avait pas eu ce processus douloureux et long de séparation, peut-être que l'école de Ferry ne se serait pas séparée. Il ne faut pas oublier que c'est la première génération qui est passée par l'école de Ferry qui vote la loi de 1905. Vous voyez, tout cet enchevêtrement. Et j'ai l'intime conviction que la science, c'est un biais extraordinaire pour parler laïcité. J'espère que je ne suis pas le seul convaincu, mais bon, pas grave d'être seul. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Ah, la sélection naturelle. Alors, il y a, si vous voulez, 2 choses. La première chose, c'est la lecture de Malthus. Thomas Malthus est un sociologue, statisticien, qui écrit sur les sociétés humaines. Et il écrit cela, les sociétés humaines évoluent selon une suite géométrique, enfin, de façon exponentielle. Alors que les ressources, c'est-à-dire les animaux et les plantes, évoluent de façon arithmétique, c'est-à-dire, et forcément il n'y a pas assez de ressources, et donc ça veut dire que il faut bien que certains disparaissent parce qu'il n'y a pas assez de ressources. Et voilà, là, après donc, il est convaincu que ce sont les plus aptes qui vont subsister. Ça c'est Malthus qui déclenche cette question-là. Après, comment s'opère cette sélection? Et là, il va énormément travailler avec les horticulteurs et avec les éleveurs. Comment les éleveurs sélectionnent les meilleures vaches qui produisent le plus de lait, les roses et les plus odorantes, etc. Et c'est une sélection qui n'est pas naturelle. Le sélectionneur, c'est l'horticulteur ou l'éleveur. Et pour lui, donc il y a une sélection qui est naturelle, qui va naturellement sélectionner les individus les plus aptes. Moi je prendrais, c'est l'exemple classique, parce que nous, le problème en France, c'est que on a mis du temps, très longtemps, à accepter Darwin. D'abord c'est un Anglais. Tout ce qui vient d'Angleterre, c'est suspect. Et puis on avait une théorie, nous, on avait Lamarck. Lamarck, c'est à peu près entre le grand-père de Darwin et Darwin. D'ailleurs, Lamarck s'inspire du grand-père de Darwin. Et la théorie évolutionniste de Lamarck et la théorie évolutionniste de Darwin, certains, comme Lyell, lui disent « mais votre théorie, c'est du Lamarck amélioré ». Alors c'est vrai que quand on voit les deux, quand on écoute les deux, ça se ressemble beaucoup. Et pourtant, c'est fondamentalement différent. Pour Lamarck, les caractères acquis se transmettent. C'est-à-dire, si vous faites de la musculation, le gosse que vous allez avoir sera musclé. Bon. Et puis, il y a un providentialisme
Qui n'a pas dit ici, et moi le premier, la fonction crée l'organe? Quand on veut voir, eh bien on fait en sorte d'avoir des yeux pour voir. C'est ça la fonction crée l'organe. Ça c'est lamarckien. C'est pas du tout darwinien. Alors il y a un exemple très simple qui est pris, plusieurs exemples. Mais l'exemple c'est le cou de la girafe. Hein, vous êtes d'accord? Vous connaissez? Pourquoi les girafes ont un long cou? Alors je vais très vite. Hein. Pour Lamarck, comment dire, les girafes, comme la nourriture est au sommet des arbres, elles s'étirent le cou. Elles s'étirent le cou et ce cou étiré, elles le transmettent à leur descendance. D'accord? Transmission des caractères acquis. La fonction crée l'organe, hein, voilà, en quelque sorte. Hein. Pour Darwin, c'est pas ça du tout. Les enfants ressemblent aux parents, mais pas tout à fait. Et il y a des girafes qui ont des coups plus longs que les autres. Et celles qui ont des coups plus longs se nourriront plus que les autres. Elles vont vivre plus longtemps que les autres. Elles vont se procréer plus que les autres. Et donc transmettre ce caractère coulant plus que les autres. Et petit à petit, ce caractère, cet ADN, cette génétique va se répandre dans la population. Voilà deux façons. Les plantes, enfin, les feuilles au sommet des arbres qui sont le sélectionneur. Il y a un autre exemple, et je termine là-dessus, parce que sinon je ne peux pas vous faire... Ce sont les phalènes du bouleau. Le phalène du bouleau, c'est un petit papillon blanc, clair, qui se repose la nuit sur les bouleaux. Et Wallace, c'est le co-découvreur de Darwin, le petit Darwin, comme on peut dire, dit à Darwin, il raconte cette histoire du phalène du bouleau. Alors les phalènes du bouleau, ils étaient blancs. Et on est en pleine industrialisation d'une région d'Angleterre, du centre de l'Angleterre, où les bouleaux noircissent par pollution. Et les phalènes deviennent noirs, non parce qu'ils sont recouverts de suie, mais la population phalène foncée prend le dessus sur la population claire. Et Darwin dit, mais voilà, ça c'est une preuve formidable de ma théorie. Alors il faut expliquer. Le sélectionneur, c'est le petit pinson prédateur qui aime beaucoup les phalènes. Alors les phalènes foncées sur les bouleaux clairs, hors pollution, se voient plus que les autres, donc évidemment ils se font chasser plus facilement. Mais quand les bouleaux deviennent foncés, ce sont les phalènes claires qui sont les victimes du prédateur. Et donc c'est la population foncée qui devient dominante. Donc le sélectionneur là, c'est le passereau. D'accord. Et alors, extraordinaire, en 1960, 1950, 1960, donc dans notre époque contemporaine, on assiste à une désindustrialisation, une dépollution des sites, et les baleines redeviennent claires. Et les phalènes redeviennent claires majoritairement. Voilà, ça cet exemple, on le trouve sur les bouquins de SVT, et on le trouve aussi au Muséum d'Histoire naturelle de Toulouse, je crois qu'il y a encore, enfin, c'est très bien expliqué, je trouve que c'est des choses très simples avec lesquelles on comprend très bien Alors, à l'homme, le problème c'est l'homme, puisque je vous ai dit qu'à 12 ans après, il applique. Ben, à l'homme c'est un peu différent, il ne va pas l'appliquer tout à fait comme ça à l'homme, parce qu'avec l'homme va s'ajouter la culture. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai parlé des instincts sociaux. Et les instincts sociaux font que, dans les tribus, les plus forts vont prendre en charge les plus faibles. Et donc, ce ne sera plus les mieux adaptés qui vont être préservés, mais c'est toutes les populations. Et donc, la culture prend le pas sur la nature, c'est ce qu'un philosophe, Patrick Thor, qui est un grand spécialiste de Darwin, appelle l'effet réversif. D'accord? Et il n'applique pas la théorie de la sélection naturelle à l'homme, parce que l'homme, il y a la culture qui vient se rajouter, et en quelque sorte, la sélection naturelle s'oppose à la sélection naturelle. D'accord? C'est pour finir sur une note un peu compliquée quand même. Voilà. C'était dans le droit fil de ce que vous venez de dire, ma question. Vous nous avez montré donc l'évolution depuis le très lointain passé jusqu'au présent. Mais sur l'homme, si l'on se projette dès maintenant vers le futur, avec des gens qui sont constamment sur des petits écrans, devant des grands écrans, qui mangent d'une certaine façon, est-ce que si, et avec le constat également de la biologie, qui fait que quand une partie du cerveau ne travaille pas, elle s'estompe. C'est maintenant, on commence à voir ces choses-là.
quelle est la projection de l'homme dans le futur? Est-ce qu'on aura une grosse tête et des petites pattes? Est-ce que... Ouais, bon, ça, enfin, je pense qu'on est plutôt dans le registre de science-fiction. La sélection naturelle est basée sur le hasard et la nécessité. Le hasard des mutations, donc, on n'en sait rien. Et puis la nécessité, c'est-à-dire la sélection naturelle qui, elle, va sélectionner les plus aptes. Est-ce qu'on aura des têtes plus grosses, je sais pas, franchement. Et là, je crois qu'on est vraiment dans la science-fiction. Je pense qu'il y a très peu de scientifiques qui vont s'aventurer à faire des prospectives, parce que la sélection naturelle, si c'est le hasard, ben, on ne sait pas où on va. Hein. Ce dont on est à peu près sûr, c'est que nous, en tant qu'espèce, on disparaîtra. Et on sera remplacé par une autre espèce. Hein, comme on est issu de... Je parle de Néandertal, on est cousin avec Néandertal, mais on est par exemple issu de l'homme de Totavel, Totavenselis, par exemple. Une espèce Archaeorhynchus ou un truc comme ça, peu importe. Et les espèces évoluent, donc Homo sapiens, Néandertal, c'est 200 ou 300 000 ans. Est-ce que nous, Homo sapiens, on va exister 300 000 ans? Peut-être qu'on n'existe que demain, on n'en parlera plus, hein, parce que ce qui se passe en ce moment, je ne suis pas fait du mondialiste, mais quand même, hein, bon, on ne sait pas du tout où on va. Non, je crois que là, moi, de toute façon, je ne m'aventure pas sur ce terrain. C'est vrai que quand vous voyez ces petites poussettes, là, comment il s'appelle, Michel Serres, hein, peut-être qu'on aura des poules, il ne faut pas qu'ils soient trop gros, parce que sinon... et d'ailleurs, on n'a plus de touche maintenant, donc petite poussette, c'est foutu. Hein, donc voilà. Non, voilà, ça c'est la science-fiction. Oui, il y a monsieur qui... Oui, je disais, il y a eu des expériences de fait par des scientifiques. Ils ont pris des animaux qu'ils ont mis dans des îles, oui, étaient des sanctuaires, oui, et ils sont revenus, je ne sais plus, c'est 3-4 ans après, et ils ont même été surpris à la vitesse ouais, à laquelle, je crois que l'évolution agissait. L'évolution agissait. Alors moi, ça m'avait interpellé, mais il y a d'autres animaux, comme je pense les crocodiles, on a l'impression qu'ils sont arrivés à un stade de développement presque ultime, quoi. Enfin, je pense que dans leur milieu, ils n'ont peut-être pas de prédateurs et ils sont peut-être au développement ultime, parce que je pense aux sélacantes, aux crocodiles et tout ça qui existe depuis 200 000 années. Ils sont à leur développement. Ouais, alors, comment dire, pour qu'il y ait une évolution, d'abord il faut qu'il y ait une variété. S'il n'y a pas de variété, la sélection naturelle ne peut pas opérer, puisqu'il n'y a pas de sélection à faire. Hein. Donc il faut qu'il y ait une variété, et pour qu'il y ait sélection, il faut qu'il y ait un agent extérieur, c'est-à-dire changement climatique, changement géologique, une prédation qui n'existait pas qui apparaît, etc. Alors si les crocodiles vivent dans un milieu ou le colécanthe, ou le solécanthe, je ne sais pas comment on dit, s'il n'y a pas de changement de milieu, ben, il n'y a pas d'évolution, hein, ça me paraît juste. Et puis, la première question, c'était quoi? Ah, les animaux, oui. Alors, juste... Ouais, alors, je pas... Oui. Ouais, ça évolue très vite, mais si vous voulez, longtemps, la science de Darwin, ça a été une science historique, c'est-à-dire qui s'appuyait sur des observations. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est décontesté de dire oui, c'est une science historique, c'est pas une science expérimentale. Aujourd'hui, on expérimente. Alors on expérimente surtout sur des organismes où le cycle générationnel est très rapide, hein, comme la mouche du vinaigre, hein, qui se reproduit très vite, et là puis on peut voir l'évolution des bactéries, et puis certaines espèces, mais il faut qu'il y ait un cycle de reproduction suffisamment important pour qu'en quelques années on voit les évolutions. D'accord? Sinon on ne voit rien, hein. À l'échelle humaine on ne voit rien. Quoi. Mais c'est devenu une science expérimentale. C'est bon.